Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Mancel. Salut Mathieu, comment ça va ? Salut Olivier, ça va super bien, merci. Comme je te le disais un petit peu, je suis impressionné par ce côté matériel et ce professionnalisme, mais je sens que ça va hyper bien se passer, donc je suis impatient d'attaquer. C'est marrant quand on commence à avoir des micros, un enregistreur, des casques, etc. Ça change la donne. Hein. Ah carrément, moi tu m'as dit ça va être chill, ça va être cool. Je me suis dit ok super, et puis t'as sorti le matos. Il y a la pression qui est montée, un peu comme si j'étais en conf comme toi, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais tu sais que l'idée initiale du podcast, c'était une dimension chill qui, avec la musique qu'il y a en intro, l'idée c'était même de pouvoir faire ça en marchant. Un jour, tu sais, dans la campagne, seul dans la campagne, et on marche et chill, quoi. Tu vois, on discute. Un jour, je le ferai, peut-être. Je t'invite pour le deuxième épisode à venir à la maison parce que je suis à la campagne et on ira marcher ensemble, ce sera cool. Avec plaisir, ça sera une belle expérience, en tout cas. Super de prendre le temps. J'avais envie de prendre ce moment avec toi pour échanger. Et comme tu le sais, le thème du podcast, c'est le changement. Et du coup, en première question pour toi, c'est lorsque je te dis changement, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je dirais déjà que ça m'inspire, par défaut, parce que j'aime l'idée de changement. Et en même temps, on en parlait tout à l'heure, des fois c'est effrayant le changement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on fait la conduite du changement, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont de la résistance. Parce que tu sais pas ce qu'il y a. Donc souvent, les gens vont aller se plaindre, et peut-être que vous allez vous reconnaître le côté les râleurs, c'est vachement bien, enfin les critiques, nanana, c'est mieux à côté, mais en fait, ils sont toujours là. Parce qu'en fait, aller voir ailleurs, c'est vachement flippant. Donc il y a une dimension de crainte, d'anxiété. Et d'excitation en même temps, ce paradoxe. Et pour moi, le changement, en fait, c'est la vie. Parce que si tu changes pas, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, t'es figé. Qu'est-ce qui est figé ? Les choses mortes. Et c'est super que tu dises ça parce que je crois que le mouvement est quelque chose qui fait vraiment partie de ta vie et de ton activité. Et du coup, ça me permet de faire la transition. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je sais que c'est une question qu'on n'aime pas et je suis le premier à pas l'aimer, donc j'adore quand je la pose. Mais voilà, si tu peux nous donner quelques phrases sur qui tu es. Ouais, je me vengerai un jour, mais... Donc Mathieu, j'ai 43 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants, enfin 2 ados. Mon fils Ethan qui a 15 ans, ma fille Emma qui a 12 ans. Donc c'est déjà des grands enfants. Et on les salue. Coucou les enfants. Peut-être qu'ils m'écouteront parce qu'ils regardent pas mal de mes contenus. Je suis passionné par le mouvement. Avant, je n'aimais pas parler du terme sport parce que je me reconnais pas dans les valeurs du sport, dans beaucoup de valeurs. Par contre, dans le mouvement, j'aime beaucoup. Parce que le mouvement, ça ramène le changement, comme tu dis. Mais le changement dans la tête, le changement dans les émotions, le changement dans le corps. Et un peu le dépassement aussi. Et j'ai toujours aimé ça, en fait. Donc j'ai 43 ans, je suis des années 80, donc génération Club Dorothée. Donc en fait, moi j'ai grandi avec Dragon Ball, j'ai grandi avec Jackie Chan, avec Schwarzenegger, etc., avec Musclor, Cobra. Donc c'est des gens qui avaient des grandes valeurs morales et qui se mouillaient en fait pour faire du bien. Les personnes d'ailleurs le voient pas, mais Mathieu a un t-shirt Dragon Ball Z. C'est qui d'ailleurs dessus là ? Ah bah là, c'est la première transformation de Goku en super guerrier. Donc c'est le premier arc vraiment épique de Goku contre Freezer. Il te va très bien. Merci. Je sais qu'il y a des gens qui me jalousent ma garde-robe. Celui-là, je l'avais acheté chez Gémeaux, les gars. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui a créé une curiosité chez moi. C'est que tu disais que tu n'étais pas complètement aligné avec les valeurs du sport et le terme sport en lui-même, du coup, qui avait peut-être une sonorité ou une consonance ou un sens qui n'était pas celui que tu souhaitais. C'est quoi que tu entends par là ? Alors, en fait, il y a tout un paradoxe pour moi. L'histoire du sport, il y a l'histoire du dépassement de soi, et ça, je le comprends tout à fait. C'est important, même si parfois ça peut être un peu complexant, paralysant, de se voir stagner. Il y a le côté comparaison par rapport aux autres. On dit toujours, et ma mère m'a beaucoup dit quand j'étais enfant, l'important c'est de participer. Alors peut-être parce que j'étais pas très bon, mais peu importe. On la connaît cette phrase. Hein. Ah oui, mais en même temps, c'est justement ça. Mon mentor, si jamais il nous entend, il sera pas du tout d'accord avec moi, mais pour moi, l'important c'est de participer, de se prendre du plaisir et de s'améliorer. Et en fait, dans le sport, on met tout un ensemble de règles. Et à partir du moment où tu mets des règles, t'as envie de tricher, t'as envie de gagner. Et les sports populaires, ça va être des sports de compète. Donc moi, je vois tout de suite l'esprit du foot.
J'aime pas quand mon fils a fait du foot petit. Alors moi, je suis pas sport co, je suis pas foot. Le foot, c'était Olivier Tom. Et j'ai vu que les terrains de foot étaient vachement trop petits en France, donc ça m'a pas intéressé. Et puis je suis nul avec un ballon. Aussi. Voilà. Mais c'est surtout la taille du terrain. Et en fait, les parents, ils jouaient leur vie. Ils engueulaient les gamins. Mon gamin, il avait 7 ans, je crois. Les autres, ils jouaient leur vie au bord du terrain. Et ça m'a rappelé, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux traditionnels. Donc petit, j'ai fait du karaté Shotokan. Ça m'a beaucoup structuré. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et plus tard, en école d'ingénieur, je suis parti faire son cousin coréen, donc le taekwondo. Donc je suis 2e dan parce que j'avais la flemme de passer les autres, en fait. Et en fait, moi, j'étais plutôt compétiteur technique, donc plutôt les poumsés. J'aime bien l'élégance, la beauté du geste. Et on avait le club des starlets qui faisait des combats, qui ramenait des médailles. Et parfois, j'arbitrais des compètes, etc. Et c'est pareil. Les parents jouent leur vie. Ils jouent la gagne. Ils viennent ridiculiser les autres. Pour moi, c'est pas les belles valeurs, en fait. On est là pour aider les autres à s'améliorer. Il y a une notion de support. En plus, toi comme moi, on est des accompagnants. Et donc, le sport, ok, si c'est pour t'améliorer et amener les autres. Le sport, si c'est pour briller en écrasant des gens médiocres, c'est pas des bonnes valeurs. Bah, c'est justement ce que j'entendais, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui jouent leur vie. Ce qui est important, c'est que les autres perdent, que eux gagnent, mais il n'y a pas cette vision de on a partagé un moment ensemble. Effectivement, les règles font qu'il y a un gagnant, un perdant, mais au-delà de ça, c'est une expérience humaine avant tout. Exactement. Et là, tu me fais penser, taekwondo, donc j'étais plutôt technique, aussi parce que déjà j'étais lourd, parce que là aujourd'hui je fais 83 kilos, à une époque j'en faisais 90. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient mon poids, qui avaient mon grade. J'étais pas très très bon combattant, mais parce que j'avais pas compris. Et donc c'était la gagne. Et les gens, soit il y en avait un qui était très 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 fort et qui me faisait peur et pourtant il était beaucoup plus petit que moi. Quand j'ai commencé le taekwondo, il y a des gens comme ça. Hein. Moi je me souviens quand j'étais rentré dans ce club, les mecs qui étaient en train de s'entraîner, j'avais l'impression de voir un combat de Dragon Ball. Je faisais 2 têtes de plus qu'eux, hein. Jamais je me suis frotté à eux. Ouais. Ou alors c'était des gens qui étaient très nuls et qui avaient peur de me toucher. Donc j'ai jamais pris le plaisir. Et un jour j'ai rencontré un collègue qui était taekwondo, qui arrivait de Grenoble, Isma, si tu nous écoutes, coucou. Et il m'a fait prendre conscience que c'était un jeu. Et là, en fait, lui, il s'adaptait à mon niveau aussi, donc il s'était un petit peu baissé, et puis il m'a dit, tiens, tu peux essayer comme ça. Quand tu fais ça, tiens, tu viens provoquer un petit peu. Et là, il y a un petit côté analyse, plaisir, et on avait des échanges. Mais bien sûr qu'il pouvait me mettre KO, qu'il était très souple, tout ça. Mais en fait, j'arrivais à le mettre en difficulté parce qu'il m'a appris à faire ça. Et on a un rôle de transmission. Et là, c'est ok. Si t'es juste pour de la gagne, pour tout ça, ouais, bah tu peux aller tricher. Super, mais tu te mens à toi-même, quoi. Ouais, c'est important de mettre ça en avant parce que, un peu comme tout sujet, là on parle du sport, le fait de mettre des règles dans le monde de l'accompagnement d'entreprise, typiquement là où tu interviens un peu et là où moi j'interviens aussi, il y a toujours les extrêmes qui font qu'au bout d'un moment on en perd l'essence. Et je trouve que le sport au départ, et c'est les belles valeurs qu'on essaie de mettre à l'extérieur, bah c'est galvaudé par les égos personnels, les objectifs personnels, et on en perd la dimension collective. Et malheureusement, je pense que ça vient aussi de l'éducation. On a beaucoup plus été formés, éduqués pour la compétition qu'on a été formés pour la coopération. Ce qui est marrant parce que maintenant, c'est ce qu'on cherche à développer dans les entreprises. Bah, c'est pas si évident que ça. Et c'est pas quelque chose qui fonctionne par l'injonction. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, moi, j'ai pas une grosse culture sportive parce que je préfère m'entraîner que regarder ce que font les autres, en fait. Ah oui, d'accord. C'est pas comme moi, par exemple, j'adore regarder le tennis, mais j'aime pas trop le tennis. Au sens jouer au tennis. Ok. Bah, en fait, j'aime pas spécialement regarder le sport. Parce que déjà, j'aime pas trop regarder la télé, j'aime pas voir tout ça. Ouais. Des fois, j'aime bien aller m'inspirer plutôt, moi, sur YouTube, choper des trucs. Mais de l'inspiration avec des gens qui sont à un niveau juste au-dessus de moi, pas beaucoup trop loin parce qu'en fait, c'est complexant. Mais ça me permet d'ouvrir des portes. Et ce que j'aime, c'est surtout bouger. Et ce qu'on voit, par contre, mon fils a fait un petit peu de basket aussi. Le collectif, c'est ça qui joue, en fait. Alors, des fois, t'as un grand homme qui va réussir à construire un collectif autour de lui, mais parce que c'est un leader charismatique. Et en fait, il a même limite pas d'effort à faire, c'est naturel. Et la plupart des équipes, c'est pas ça. Et donc, le boulot de l'entraîneur, je pense, c'est justement de réussir, comme en entreprise, à créer ce collectif. Parce que ils viennent tous pour marquer, gagner. Et c'est ça qui compte. Et créer un collectif, c'est pas si évident, hein. Ça nécessite une vision stratégique déjà, mais aussi une appétence relationnelle pour essayer de comprendre qu'il y a une somme d'individualités qui ont chacune leur personnalité. Et comment est-ce que je réussis à mettre de l'huile dans les rouages de manière à ce que tout aille dans la même direction. Comment nourrir individuellement chacun pour qu'il s'y retrouve dans la réussite collective, en fait. Ouais, exactement. Et je vais récupérer ce que tu disais un peu avant, parce que justement, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Tu disais, moi j'aime bien m'inspirer de personnes qui sont juste au-dessus de moi, et pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Je vais partir sur le mouvement, parce que c'est vraiment des choses qui m'inspirent beaucoup. Donc les arts martiaux, le taekwondo, arts martiaux artistiques, cascades, on en parlait un petit peu. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des cascadeurs martiaux qui m'ont un tout petit peu formé.
C'est des gens qui s'entraînaient depuis 10 ans, 15 ans. Et donc, tu joues un petit peu avec eux. Et puis après, ils préparaient un incroyable talent, je crois, à l'époque où je m'entraînais avec eux. Justement, on va parler un peu de ce genre d'épreuve. Ok. Et après, ils sont passés en mode sérieux. Et j'ai été m'entraîner avec des cascadeurs du parc Astérix, etc. Et les gens sont tellement loin de toi. Moi, j'étais fier de placer un petit 540 sur ma jambe gauche et à peu près à tous les coups. Eux, ils en enchaînent 5, puis ils passent une vrille, etc., etc. En fait, ils faisaient partie du haut du game international. Et en fait, moi qui suis quelqu'un qui est... En fait, j'ai une faible estime de moi, mais je suis très fier de ce que j'arrive à réaliser parce que je trouve que je pars de très loin. Et en fait, c'était complexant et paralysant de voir ces personnes tellement avancées. Donc, j'ai pris beaucoup de choses. Merci Internet. J'ai appris énormément de choses avec YouTube. Je pars de très loin, comme je l'ai dit, donc j'ai pas de talent particulier. J'en parlais dans une publication cette semaine, mis à part celui de Rock Lee, qui est de continuer d'avoir une vision. La persévérance. Exactement. Parce que j'ai une vision, en fait, un objectif. Et donc, j'ai appris, j'ai découpé. Mais en fait, le temps que tu apprennes quelque chose et que tu travailles les bases, les autres sont déjà partis à faire d'autres trucs. Et c'est des aliens. Et sur les réseaux, on ne te montre que des aliens. Ça sert à rien d'aller voir les aliens. Parce que tu connais pas leur passé. Tu sais pas le temps qu'ils sont passés. Tu ne vois que le résultat final. Tu ne connais pas les blessures. Tu connais pas leur vie. Alors qu'en fait, aller voir quelqu'un qui fait un truc un peu plus avancé, qui est déjà vachement sympa, en fait, c'est très apprenant. Comment il est passé par là? Ah, à partir de ce truc que je sais faire là, je peux évoluer là-dessus. En fait, c'est beaucoup plus ancré dans le réel et dans le concret. C'est bien de rêver. Et je pense qu'on ne rêve plus assez. Mais moi, j'aime bien l'idée du rêve atteignable. Oui, je comprends. Et c'est un truc qui est important parce que dans le monde de la transformation et du changement, il y a souvent cette vision de « Ok, voilà où je suis. Voilà l'état cible dans lequel je veux être. » Et puis ensuite, on fait du mouvement à l'intérieur. Le problème de l'état cible, c'est que parfois, il est trop loin. Et comme tu le dis, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu agripper cette réflexion-là, c'est que ça peut être culpabilisant de pas y arriver, ça peut être déboussolant parce que du coup tu sais plus si tu as les compétences pour, et puis d'une certaine manière des fois c'est déprimant parce que tu dis mais en fait en vrai j'y arriverai jamais. Ce truc là, ok, cette personne elle te dit il faut juste faire ça, mais en fait elle prend pas en compte qui tu es, de là où tu viens, et peut-être aussi ce que toi tu as vraiment envie de faire, tu vois. Et c'est cette dimension que moi je partage au sens Kanban, tu vois, c'est pour ça que le Kanban me parle beaucoup, c'est qu'il y a au départ tout un travail sur d'où est-ce que tu pars. Parce que selon de là où tu pars, forcément, tu peux définir un objectif qui est atteignable. Et après, tu t'inspires à des gens qui sont autour pour pouvoir aller là où tu veux. Mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va définir pour toi quel est l'idéal. C'est à toi de définir de par qui tu es le chemin qui te semble le plus approprié. Chose qui, bien sûr, évolue dans le temps parce que plus tu avances, plus tu apprends. Et plus tu apprends, plus tu peux développer des choses qui te parlent. Ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu dis. C'est vraiment l'idée de... En fait, on prend pas forcément en compte le qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs, souvent, les gens qui veulent entamer des transformations, mais je le vois aussi en termes d'organisation d'entreprise, mais là, je pense physiquement, individuellement, ne sont pas satisfaits de qui ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est un premier problème, c'est qui je suis aujourd'hui, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aimerais obtenir comme résultat, à quelle échéance, on va aller chercher un objectif SMART, un truc comme ça, quoi. Donc, je sais pas si ton audience connaît, mais SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporalisé. C'était tellement clair dans ta tête. Ouais, c'est pour ça. On m'avait déjà fait la remarque de ramener, mais donc un vrai objectif cadré qui permet de vérifier que c'est quelque chose qui fait sens et qui te permet d'avancer. Et après, c'est quelle énergie t'es prêt à mettre. À quel point tu es prêt à changer ton quotidien pour l'atteindre. Et là, on peut commencer à travailler sur cette route. Et je sais qu'on se rejoint beaucoup sur cette idée de démarche empirique. Et ok, je pense qu'on va attaquer là-dessus. On va voir comment ça se passe, parce que j'aime pas qu'il y ait trop de friction chez les gens, sinon ça ne dure pas. Ok, on fait cette hypothèse, puis on ajuste. C'est vrai que lorsqu'il y a un démarrage sur un chemin de transformation, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser de côté? Quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire, justement pour arracher votre pied de l'arrière pour le mettre devant? Et on s'en rend pas toujours compte, parce que comme tu le dis, et tu l'as très bien dit, ce que l'on voit sur les réseaux, ce n'est que les résultats de tout le trajet que les gens font. Et surtout sur les réseaux, il faut aussi l'avoir en tête, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Et il faut bien faire attention à ça, c'est que les gens montrent beaucoup leur réussite, les gens montrent un peu leurs échecs, mais souvent, lorsqu'ils montrent leurs échecs, c'est pour montrer que derrière, il y a une réussite. Il faut aussi faire attention à ça. Mais il faut bien comprendre que, en tout cas, c'est la conviction que j'ai, que tout le monde a les capacités de faire ce qu'il ou elle veut. C'est juste que parfois, c'est le chemin qui doit être adapté à qui on est. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu dis les personnes, des fois, savent pas qui elles sont ou comment elles fonctionnent, parce que l'introspection est un exercice qui est difficile et douloureux. Par contre, on a tous une sorte de rêve
Des fois, on ne veut pas se l'avouer, mais on a tous une direction qu'on cherche à prendre. Et il y a beaucoup de gens qui restent sur place, parfois parce qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas, parce que justement, les gens qui sont devant eux sont trop devant eux, quoi. Ouais, carrément, c'est très inspirant ce que tu dis. Et bon, j'ai une idée qui est venue, mais je vais pas trop en parler, mais c'est une discussion avec mon fils quand il était au collège, et il est resté paralysé sur quelque chose pendant une année. Parce que risquer de ne pas voir cette chose se concrétiser était plus flippant que de jamais la voir se réaliser. Et donc j'y suis allé un petit peu cash pour lui montrer que c'était en fait stupide comme façon de penser, et que en fait c'était pas grave, ça marchait pas. Donc il a mis un peu de temps, il a cheminé, donc je suis très fier de lui là-dessus. Mais on en revient à c'est quoi cette zone d'inconfort, et des fois ce fantasme, on préfère le garder et jamais le réaliser, plutôt que se rendre compte qu'en fait soit on n'y arrivera pas, soit c'était pas si bien que ça, quoi. Et c'est pour ça que ce que tu évoques est aussi important, parce que ça soulève une dimension identitaire derrière. Quand tu dis, voilà, je préfère avoir le doute du fait que peut-être qu'un jour je serai capable de le faire, que de voir devant moi la réalité de j'ai pas réussi à le faire. Parce que ça casse peut-être une image personnelle que j'ai. Et ça, c'est souvent assez difficile. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal avec le feedback. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal avec se prendre en vidéo. C'est pour ça que je suis admiratif de toutes les vidéos que tu fais, parce que c'est un retour direct de ta capacité à faire ce que tu fais. Voilà, bon, après, quand on est beau gosse et tout, je comprends que c'est facile de faire des vidéos et de se mettre à torse-poil, tu vois, mais... je garde ça, on en reparle après. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension difficile de toucher la réalité du terrain. Et en tant qu'être humain, on a cette capacité à croire plus à l'illusion qu'à la réalité. Et c'est pour ça que je trouve que le monde du changement pourrait être beaucoup plus simple à appréhender si parfois on voyait plus petit, tout en ayant une ambition qui soit plus grande. Je garde l'idée du beau gosse, tout ça. Merci. Message de beau gosse à beau gosse. Oui, il y a tout un truc autour de... Et je le vois avec mes clients, que ce soit sur le côté physique ou même quand j'intervenais dans mon ancienne entreprise, là. Le petit changement, les gens ont l'impression que c'est que dalle. Et on en revient à leur identité actuelle. Ils pensent qu'elle n'est pas terrible. Donc un tout petit changement, c'est pas assez. Voire même, comme ils connaissent pas bien le principe de Pareto, donc le 80-20, etc., ils ne mesurent pas qu'en impliquant un tout petit changement, tu peux avoir d'énormes bénéfices. Donc ils disent ça sert à rien que je fasse ça parce que je vais pas changer. Et comme on a peur du changement et que quand on veut changer, il faut tout changer parce qu'on aime bien complexifier quand on est être humain, et en fait il faut que ce soit dur. Donc là, si on reste dans le domaine de la transformation physique, il faut absolument compter tes calories, faire un régime, aller en salle de muscu pour faire un split de bodybuilder, donc c'est-à-dire faire une séance où tu fais les pecs un jour, une séance où tu fais le dos, une séance où tu fais les jambes, parce que les bodybuilders qui s'entraînent comme ça depuis la nuit des temps, et que t'as pas envie de le faire, t'es obligé de faire ça et d'en chier pour réussir. Et quand t'as réussi, que t'as atteint cet état désiré dont tu parlais tout à l'heure, on peut se relâcher. Et on n'a pas travaillé sur notre identité. On n'est pas devenu la personne qu'on veut devenir. Alors que si on fait ces petits pas, comme tu dis, ces petits changements, et moi je suis vraiment de cette philosophie, mais en fait, tu ne peux pas te rendre compte, tu peux pas voir et tu ne peux pas profiter de qui tu es. Et ça me fait penser, donc notre amie en commun Perrine me l'avait déjà dit plusieurs fois, moi j'étais persuadé d'être satisfait de qui j'étais, et elle m'a dit plein de fois, t'es toujours quand même dans le plus. Et une fois on avait rediscuté, elle m'a dit, ah ça y est Mathieu, tu commences enfin à être satisfait de qui tu es. Et c'est vrai, la dérive du dev perso, en tout cas sur les réseaux, qui est toujours, j'essaie de le casser, celui-là de message, 1% meilleur chaque jour. En fait, cette injonction, elle est horrible. Effectivement, parce qu'il y a un postulat derrière de vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Ouais, exactement. Donc tu ne peux pas t'arrêter de progresser, c'est pas possible. Et je comprends l'idée. Elle veut juste te dire, fais un petit changement et en cumulant tous ces petits changements, l'effet boule de neige va faire que tu seras vraiment meilleur. Sauf que c'est hyper culpabilisant et en fait, t'es jamais satisfait. Et ces personnes, si elles ne progressent pas mentalement, en termes d'alignement, elles seront jamais satisfaites. Alors, du coup, c'est même pas juste mentalement parce que l'identité vient plus des émotions. Mais c'est vrai que, tiens, ça me fait penser, tu vois, en Kanban ou dans le monde de l'agilité dans lequel on a navigué, on parle beaucoup d'amélioration continue. Et moi-même, fut un temps, j'en parlais beaucoup. Et depuis quelques années, je n'utilise plus le terme amélioration continue parce que le terme amélioration continue, il y a une sorte de chemin sans fin. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à vendre au-dessus. D'accord, je reprends une dimension business parce que c'est important de l'avoir. Et en fait, David Anderson, lui, donc la personne qui a promu Kanban au départ et qui maintenant a des concurrents, mais c'est lui qui l'a amené dans le monde intellectuel créatif, lui, il a changé le terme en fit for purpose.
Donc, fit for purpose, c'est une notion de je veux bien mettre une amélioration en place pour que ça réponde à des enjeux qui me permettent d'être fit, donc adapté par rapport à ma finalité. Ce qui fait que tu ne fais pas de l'amélioration continue pour de l'amélioration continue, mais tu fais de l'amélioration pour atteindre un objectif potentiellement smart. Ok ? Mais quand on fait le parallèle avec ce que tu dis au sens dev perso, ça veut déjà dire que la réflexion que tu as eue, c'est moi en fait. Aujourd'hui, si je suis insatisfait, c'est quoi l'objectif que j'ai ? Et du coup, je vais déclencher des actions qui me permettent d'avoir une cible, tu vois. Et en fait, c'est super cohérent par rapport à lorsqu'on fait un voyage. Initialement, on fait quoi ? On part d'insatisfaction qu'on a. Ok, je vais avoir plus de soleil, je vais avoir plus de choses, etc. Tu vois. Et après, je regarde les destinations. C'est quoi les destinations en fait qui me parlent ? Tu vois. Mais le fait d'aller, j'en sais rien, en Espagne, d'aller en Asie, d'aller en Amérique latine, tu vois, où il y a du soleil, en vrai, c'est pas la destination fondamentale en elle-même, le fait d'aller dans le pays, sauf si vraiment c'est la culture en elle-même que tu veux avoir. Mais tu as ces 2 points d'abord à définir et ensuite, de par les sacrifices que tu es prêt à faire, de temps et d'argent et de sacrifices, du coup, tu décides du chemin que tu vas prendre. Ah, c'est super marrant ce que tu dis sur le voyage. Ça me met en évidence un statut chez moi. J'en ai rien à foutre des vacances d'été où on part. Par contre, c'est le rêve de ma compagne. À chaque fois, elle va regarder, elle organise. Franchement, elle fait un super travail à chaque fois. Puis en plus, c'est son rêve, elle prépare nos vacances d'été. Donc, on a été à Londres l'été dernier. J'avais pas quitté la France depuis que j'étais papa. Donc, génial. D'ailleurs, j'étais réticent. Parce que c'est l'époque où j'envisageais vraiment de me lancer en freelance. Donc, j'avais très, très peur d'un point de vue financier. Donc, on a pu échanger. Donc, c'est top. Et en fait, moi, quand elle me dit tu veux partir où ? En fait, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai même pas forcément envie de partir. Parce que je suis satisfait d'être avec ma tribu, de la vie que j'ai. Alors, bien sûr qu'elle pourrait être mieux, mais j'ai le côté, ok, bon, va où tu veux. Alors, c'est pas vrai. Si je peux partir à la montagne l'été, j'aime bien. Parce qu'on peut aller faire des belles randos, mais il y a plutôt moi, c'est plus l'expérience que je vais partager avec ma famille qui compte. Donc, ça veut dire que, avec ton explication, je suis plutôt satisfait et ça me plaît bien. Et c'est ça que je trouve important. C'est pour ça que le terme en lui-même, ça a résonné chez moi parce que cette course au plus, malheureusement, c'est parfois ce qui, dans notre communauté, en tout cas la communauté agile, c'est un peu ce qui est promu. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours faire mieux. Bah ouais, sauf qu'à un moment donné où faut savoir répartir l'effort que tu fournis, choisir tes batailles. Et est-ce que des fois, cette amélioration-là qui est amenée un petit peu comme tu vois, des commandements, il faut faire ça, est-ce que c'est vraiment pertinent lorsque tu es dans un monde vachement dans la retenue, limiter les déchets, écologique, donc écologique au sens environnemental, mais au sens biologique de nous en tant qu'être humain aussi, quoi. Et donc, je trouve que c'est une autre manière d'appréhender la chose. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ta référence sur le 1% meilleur ou devenez la meilleure version de vous-même. Voilà. Ça, on en revient aux promesses des coachs. Moi, quand les mecs ils te disent en 90 jours, deviens la meilleure version de toi-même, mais t'es qui pour dire ça ? Bah c'est ça. Ça veut dire que toi, tu sais mieux que moi quelle est ma version, etc. Et en même temps, alors c'est une promesse, encore une fois, c'est du marketing, mais ça change pas le fait que oui, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que de ne rien faire. Mais qu'est-ce qui psychologiquement et identitairement, ça peut avoir comme impact chez les gens ? Ouais, carrément. Je repensais sur l'amélioration continue. Là, je refais écho avec mon expérience d'avant. Là, je viens de quitter, donc quand j'étais pilote d'équipe chez un éditeur logiciel. Moi, j'étais vraiment fanat de cette idée d'amélioration continue. Je sais plus si j'appelais ça comme ça ou pas, mais donc je voulais absolument qu'on garde des rétros parce que c'était pas beaucoup dans la culture de la boîte. Et je disais, la rétro, ça peut être 10 minutes, mais c'était juste le côté expérience. Donc les gars, qu'est-ce qui s'est passé pendant... On avait des périodes de 3 semaines, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 semaines ? Des fois, on faisait des grosses rétros parce qu'on avait envie, mais c'était toujours et qu'est-ce qu'on fait comme expérience pendant les 3 prochaines semaines et pourquoi ? Et pour moi, c'était hyper important. J'ai une partie de l'équipe qui comprenait pas. Juste se dire, pour qu'on remette en question notre fonctionnement. Il est ok, il est parfait. Mais posons-nous la question. Et je pense que cette boucle de feedback, d'auto-feedback, elle est hyper importante. Au moins, on se le dit. Si on accepte de ne pas bouger, c'est une décision qui n'est pas prise par défaut, mais qui est vraiment prise avec une intention. Mais je te rejoins tout à fait sur ça. Je reviens sur le côté beau gosse, torse nu, tout ça. J'ai pas réussi à l'éviter. Non. Vas-y, aucun problème, vas-y. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant. Donc, merci encore une fois pour le compliment. Ça fait toujours plaisir. Mais on en revient à les gens voient ce qu'ils veulent et projettent ce qu'ils veulent. Vrai. Donc, tu vois, moi, je m'entraîne beaucoup torse nu. Déjà, on en parlait tout à l'heure, mais je transpire beaucoup. Ouais. Donc, c'est hyper désagréable de coller dans ton t-shirt. Et donc, c'est un truc qui me limite un peu dans mes mouvements. Et il y a des années, mes potes, ils se foutaient de ma gueule. Ils m'envoyaient des trucs, shirtless, etc. Les excuses des crossfitters pour être toujours torse nu. Ouais, je ne pratique pas le crossfit, hein, mais c'était, voilà, ces trucs-là.
Et donc, certaines personnes m'ont déjà fait les reproches par téléphone arabe, jamais en face. Ils se la pètent. Donc déjà en présentiel, en physique. Ça, c'est quand je coachais mes collègues entre midi et 2 sur le parking du travail. Ah oui. On était loin pour pas être trop vu, pour pas trop se montrer. Sur le parking ? Oui, sur le parking en extérieur. Après, on a eu si vous voyez mes vidéos que je partage sur LinkedIn, entre autres, avec des beaux agrès, tout ça, c'est au boulot que je viens de quitter. Donc, il en a fini par avoir ça. Mais en fait, pendant, je pense, 5 ou 6 ans, j'entraînais au moins le vendredi et je remplissais le coffre de ma voiture de matos. Donc, j'emmenais peut-être 80 kilos de kettlebell, des élastiques, des TRX pour pouvoir entraîner les collègues qui avaient envie de s'entraîner. Et donc, on était au fond du parking, on accrochait le TRX, donc c'est 2 sangles pour pouvoir faire du tirage, un réverbère. Donc, les collègues se foutaient de ma gueule en disant « Quand est-ce que tu vas réussir à l'arracher ?» Tu vois, c'était bon enfant. Je comprends. Mais on avait des remarques, en fait, de « ils se la pètent » ou alors « c'est quoi, c'est brut », etc. À tel point que, quand on a eu ces beaux agrès, c'était sur un passage, il m'arrivait en fin de séance de me foutre torse nu parce que j'avais chaud. Ça a toujours été, puis en fait, je l'ai toujours fait. Donc, ça n'a jamais posé de problème. On a eu l'interdiction de le faire. Parce que c'était complexant pour les autres. Donc, résultat, moi déjà, ça a retravaillé mon identité. Dit, qu'est-ce que tu fous ? Je dis, moi, je me suis juste mis torse nu parce que je suis à l'aise pour bouger. Oui, il y a une action et il y a une interprétation derrière, ouais. Exactement. Et donc, tout ça pour la première partie, ça a changé déjà mon rapport à mon corps. Donc, j'ai plus de mal à me mettre torse nu maintenant. C'est con, alors qu'en fait, il n'y avait rien de dirigé vers personne. Moi, pour être plus à l'aise, je fais. C'est toi pour toi, en fait. Et en plus, comme je coachais, j'aime beaucoup le côté kinesthésique et visuel. Donc, il y a quoi de mieux que le corps qui bouge pour montrer aux personnes. Hop, hop, regarde, tu fais ça. Ah ouais, trop bien, Mathieu. Là, je l'ai fait avec un client hier, on s'est fait un entraînement en visio, puis je lui dis, tiens, tu fais ça comme ça. Tiens, regarde mon dos. Il a vu, il a compris. Donc, en fait, tu vois, il y avait presque une vertu pédagogique. Bah oui. Et donc, tout ça pour dire, pour la vidéo. Donc, je fais de la vidéo face cam depuis 2 ans, je pense. 2 ans et demi, j'ai eu du mal. Là, depuis quelques mois, je fais une vidéo quotidienne. Et mon mentor dit, t'es beau gosse, faut que t'en profites. Donc, mets-toi torse nu de temps en temps. Sur LinkedIn, autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Je me suis pris des taquets sur le « qu'est-ce que tu fous torse nu, t'as pas besoin de le faire ». Ouais, t'en as eu quand même. Et sur LinkedIn, il y a des gens qui viennent te dire « mais rhabillez-vous, monsieur ». C'est vrai ? Ah, je l'ai eu. Alors, de quoi, en message privé, alors, du coup ? Non, en commentaire. Ah, en commentaire ? Ah, je les ai pas vus, ceux-là. Ah, mais il y en a pas beaucoup, mais tu vois, je suis à moitié torse nu, on voit un bout de pec, on voit un bout d'abdos, parce qu'en plus, moi, perso, je trouve que j'ai pas un physique extraordinaire. J'ai le physique que je suis capable de maintenir et de développer actuellement avec ma vie de papa, chargé, entrepreneur. Mais il y a des gens qui viennent te dire ça. Donc, il y en a qui ont dit « Waouh, maintenant tous les mecs sur LinkedIn, ils vont être complexés ». Sur YouTube, les gens sont plus méchants. Et donc, tu vois, on en revient sur la réalité. Il y a des gens qui vont dire « Non, mais en même temps, t'as un physique de… » Qu'est-ce qu'on m'a dit ? De serrurier. Donc, j'ai demandé ce qu'était un physique de serrurier. Un physique de serrurier ? J'ai pas eu d'explication. Et du coup, c'est une insulte, ça ? Je sais pas, je supposais, mais peut-être que c'était un encouragement parce qu'un serrurier a des gros bras, j'en sais rien. Non, mais peut-être, c'est marrant. On m'a dit que j'étais trop gros. Ok. Il y en a d'autres qui m'ont dit que j'étais trop maigre. Il y en a qui m'ont dit que j'étais parfait. Donc en fait, tu vois, ce poids des autres et le regard des autres est hyper complexant, alors que l'idée, c'est juste de dire, bah tiens, moi je suis comme ça, je m'entraîne, bon bah effectivement, là il y a le côté un peu marketing, je suis torse nu, on voit un peu les pecs, on voit un peu les épaules, on se dit, bon bah, un daron de 43 ans comme ça, bon ça va. Si je pouvais être comme ça, je serais content. Bah parfait. Mais il y a ce côté, ouais, tu t'exposes. En fait, tu te fais clasher. Et pendant un moment, sur YouTube, parce que LinkedIn, la communauté est quand même beaucoup plus bienveillante, je trouve. Bah, moi, j'ai une communauté fidèle qui commente quasiment toutes mes publications, donc ça fait vraiment plaisir, je sens que ça résonne. Sur YouTube, t'as des touristes qui arrivent. Et là, putain, j'étais chez des amis, 4 commentaires d'insultes dans la soirée. Ah ouais. J'ai fait voir ça à mon fils. Il m'a fait, non mais c'est qui ? Je vais les taper. Je dis, on ne fait pas ça. Je dis, je vais les insulter. Je vais les taper. On n'insulte pas les gens. En plus, quand tu verrais comment il est épais. Ah bon ? Bah, il fait ma taille, mais on fait 30 kilos d'écart. Ah ouais. C'est un ado, hein. Mais donc, il y a le côté tout de suite haine gratuite. Dis donc, bon, bah, ça fait du mal aussi. Et je peux comprendre que certaines personnes aient du mal à se montrer et à prendre la parole. Parce qu'à partir du moment où t'es sur la parole, t'appartiens aux autres aussi un peu. Quand t'es sur le net. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quand tu t'exposes, le terme en lui-même dit un petit peu tout. C'est que tu t'exposes à te faire tirer dessus. Et les gens projettent leurs propres dilemmes, leurs propres problématiques sur toi qui n'as rien demandé. Mais c'est aussi important d'avoir cette notion de l'interaction. Ça veut dire que tu fais quelque chose. En fait, tu ne le fais jamais complètement que pour toi. Sauf si, effectivement, tu es un ermite et que tu es isolé dans une caverne. Mais il y a quand même une importance de la compréhension que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que quand toi, tu te mets torse nu, maintenant, en tout cas encore plus, je pense que tu te rends compte que, ok, toi, t'as chaud, mais autour de toi, il y a des gens. Et ce que tu fais a un impact. Oui, complètement, ouais.
Mais du coup, tu te mets quand même encore torse nu, t'oses le faire quand même. Ah non, mais maintenant, j'enlève plus jamais mon t-shirt, même sous la douche. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Je voulais revenir sur un des sujets que tu avais évoqué. Tu parlais des cascadeurs, tu parlais Parc Astérix, c'est ça? Ouais. Et moi, quand je t'ai connu, quand on a échangé la première fois, tu me parlais de Ninja Warrior. Moi, je connais pas trop comment ça se passe, mais je suppose que c'est quand même une expérience particulière. Même si on aime bien le sport, il y a quand même toute une démarche derrière qui est nécessaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors je pourrais pas tout dire parce que j'ai signé des papiers avec TF1, bien sûr. Ok, juste simplement ce que tu peux nous dire et les routines peut-être que tu as mises en œuvre et le changement que ça a nécessité pour toi. Il y a tellement d'apprentissage autour de cette expérience-là. Déjà, qu'est-ce qui t'a fait te dire un jour, je vais faire ça? Eh l'histoire est longue. Alors ça, j'ai pas retrouvé les dates, mais en 2018, un truc comme ça, à cette époque, j'utilisais Facebook encore, et je tombe sur une pub Warner Prod, je sais plus, donc tu te dis, il y a Warner qui cherche. Bonjour, nous cherchons des athlètes qui, pour une émission de course d'obstacles, des crossfitters, des machins, tout ça. Et alors moi, quand on me demande quel sport tu fais, généralement je réponds que j'en fais pas, mais il y a une discipline qui m'a beaucoup plu, c'est la course d'obstacles. Déjà, c'est grâce à la course d'obstacles que je me suis mis à courir, parce que en fait, je n'avais pas couru, je crois, depuis l'école d'ingé où j'avais fait 2000 mètres avec mes potes et j'étais mort. Mais du coup, course d'obstacles, c'est genre Mud Day, Spartan, etc. Là, ce genre de truc-là. La licence la plus connue aujourd'hui, c'est Spartan Race. Donc c'est ça, c'est une course trail en général, une course avec des obstacles. Donc là, le parallèle avec Ninja Warrior se fait rapidement. T'as des monkey bars, donc des ponts de singe où tu te suspends, tu dois ramper, tu dois passer dans la flotte. Tu dois lancer un javelot, tu dois faire plein de trucs. Et ce côté jeu polyvalent m'a beaucoup plu. Et donc ma toute première, c'était la ruée des Fadas à Saint-Jean-de-Mont. Et alors j'avais jamais couru, et je me suis retrouvé avec un TFL, donc syndrome du tenseur du fascia lata. C'est en fait, t'as une douleur qui fait que tu ne peux plus prendre appui sur ta jambe, sur tout le côté, t'as tout le côté du genou qui te brûle. Ok. Et ça, c'était pendant? Ouais, parce qu'en fait, je ne courais jamais, je ne savais pas courir, aucune technique. Et tous les obstacles, alors la ruée des Fadas, c'est une course ludique facile, donc pas de souci. Mais donc, en plus, je l'ai préparé sérieusement. Je pense que tu commences à me connaître, donc j'ai vu ce que c'était, j'étais me renseigner, je me suis préparé, etc. Et en fait, tous les obstacles étaient faciles. Alors, ils le sont tous faciles. Mais par contre, la course a été dure, donc j'ai eu les boules. J'ai testé Spartan Race. Donc déjà, en plus, il y avait la mythologie de Sparte. Donc tout c'est plutôt classe. À l'époque, c'était Reebok qui était le sponsor. Donc j'y suis allé. J'avais commencé à courir un petit peu. T'as fait des burpees du coup? Un petit peu, ouais. À l'époque, c'était 30 burpees par pénalité, donc la slackline, j'ai fait des burpees, les javelots, j'ai fait des burpees, et je crois que c'était à peu près tout parce que tous les obstacles physiques, en fait, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai torché. Monter les murs, les trucs comme ça, ouais. Les palissades, franchir les monkey bars, etc. En fait, quand tu regardes avec un peu de recul, ils sont pas très durs, mais c'est un peu le cumul et la fatigue qui fait que tu peux te planter. Donc là, je me suis dit, je vais courir, mais en fait, j'ai fait quelques Spartan Race, et je me suis dit, c'est vraiment cool et je suis pas mauvais là-dedans. Et donc, quand ils ont lancé un nouveau jeu, où ils cherchaient des candidats, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, ça va être trop bien, un jeu autour des courses d'obstacles. Ah, donc c'est après avoir expérimenté d'autres choses, tu dis, en fait, c'est juste une continuité et c'est une curiosité d'y aller, quoi. Exactement. Et donc là, ce truc-là, ils expliquaient pas le nom de l'émission, mais je dis, je vais candidater tant qu'il n'y a pas trop de monde. Donc cette émission, c'était la course des champions sur France 2. Okay. C'est une émission qui a été un bide. Ils n'ont pas fini de la diffuser. Ouais, ça me dit rien du tout en plus. C'était Teddy Riner qui était le présentateur avec les candidats au niveau du Stade de France la nuit. Et en plus, alors, on reparlait de Club d'eau, tout ça, Fort Boyard. C'était Olivier Mine, le présentateur. Donc moi, c'était un rêve de pouvoir être candidat. Et donc, j'ai candidaté un peu l'arrache. Et un jour, il y a la casteuse qui m'appelle, qui me pose des questions. Bon, ok. Et puis, mes questions ont bien plu. Et puis, elle m'a dit, nous, c'est pour France Télévisions, on est sérieux. Il n'y aura pas, comme Ninja Warrior, des gens déguisés, etc. Ok, je reçois une convocation pour le test sportif. Je fais, ok, on y va. Et je réussis en plus à incruster un de mes potes aussi. Donc, on y va ensemble. Et là, c'était, je sais plus où exactement, en région parisienne. Et c'était un casting physique, mais de malade. Moi, j'ai pris mon pied, c'était un après-midi complet. Donc, on s'est tapé la route parce que, il y avait 4 heures de route, je crois. Mais on te dit ce que ça va être ou on te dit juste, on vient faire un peu un test physique et... Non, c'est les tests physiques, il te fallait juste un maillot de bain. Ok. Voilà. Donc, la course des champions, le principe qui était vraiment génial, donc c'était fait aux US, je crois que c'était à Seattle, je sais plus, c'est que tu as une course d'obstacles de 5 km. Et en fait, c'est le chat et la souris. C'est-à-dire que tu as le candidat qui partait, je crois, 2 minutes avant le champion. Et donc, le côté course-poursuite, où tu faisais un peu ton truc, je me suis dit, c'est génial. Et à la limite, je connaissais pas le truc. Si vous voulez, moi, je suis le champion, je m'en fous, j'ai pas envie de gagner, j'ai envie de jouer. Et les champions faisaient plusieurs fois le jeu.
Donc je dis, moi, je veux bien être un champion. Alors, c'est des vrais athlètes. Et on arrive au test sportif. Bon, moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas trop moyen. Et donc, il y avait un mur d'escalade, je crois qu'il faisait 16 mètres de haut. Une des épreuves. Donc, on était en petit groupe de 3. Je me suis retrouvé avec mon pote et une meuf, militaire, super balèze et super sympa. Et on arrivait. Comme quoi, ça peut être c'est compatible. Mais j'en connais des militaires très sympas. Et donc, les tests sportifs, c'est pareil, on les a torchés. Et donc, j'ai commencé à me dire, en fait, je suis sérieux comme gars. Et donc, les tests sportifs, il y avait monté ce mur. Alors, c'était en moulinette, donc c'est-à-dire que t'es harnaché jusqu'en haut, donc t'as aucun risque. En étant en basket, moi, j'avais pas fait d'escalade depuis le lycée. Donc, je grimpe ces 16 mètres. Je redescends. À côté, t'avais. 16 mètres. Ouais, je crois que c'est 16 mètres, ouais. C'est quand même pas rien. Oui, après, la voie était pas compliquée, mais ça te permettait de voir un petit peu comment tu passes, quoi. Ouais. Ce qui était encore pas rien, c'est qu'il y avait une corde lisse de 16 mètres qu'il fallait grimper sans les pieds. Et j'étais assez fier de me dire, j'ai réussi à la grimper sans me faire aider, sans rien. Donc les 16 mètres après le mur d'escalade. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'ils avaient les caméramans aussi pour voir comment tu passais à la caméra. Et donc je suis descendu, et puis le caméraman vient se mettre là comme ça, et puis il te pose des questions. Ouais. Laisse-moi tranquille. Et puis après, tu vois qu'il y a mon pote qui est en train de grimper. Alors je dis, allez, vas-y. Et puis le caméraman qui vient, puis je savais pas quoi faire, moi, devant une caméra. J'étais pas encore sur YouTube, j'étais pas encore sur tout ça, donc j'étais pas à l'aise avec ça. On avait des épreuves physiques, fitness classiques. Donc on avait un coach sportif de star qui avait des bras, c'était mes cuisses. Ah ouais. Impressionnant. Et donc le truc, c'était t'avais une minute, tu devais faire le maximum de pompes, le maximum de traction dans la minute, et puis je crois le maximum de burpees, je sais plus. Donc on a fait ce truc-là, et on a été plutôt pas dégueu, et on était propre, parce qu'on en revient à des tricheurs. Ouais. Il y avait pompe et pompe, en fait. Il y en a plein qui faisaient des demi-pompes, nous on faisait des vraies pompes. Donc on avait ça, on avait une épreuve de natation, 50 mètres sans lunettes, et le mec était... D'où le maillot de bain. C'est ça. Et je l'avais oublié. Non, Parce que moi je suis comme ça, j'y vais naturel. Donc le maillot de bain, et là après il restait 2 épreuves. Il y avait un luc léger, donc c'est le test navette. En fait t'as 2 plots, il faut courir entre les plots avec des allers-retours et ça va de plus en plus vite. Et il y avait une petite course d'obstacles, qui était une petite simulation, donc pareil, tu partais, et puis 30 secondes après il y avait un autre qui partait derrière toi, il fallait essayer de le rattraper, pas te faire rattraper par celui derrière. Donc épreuve géniale. Je me suis éclaté, et là j'ai commencé à m'y croire en fait. Je dis ça y est, je vais être candidat. Ah mais ça veut dire que tu avais quand même déjà à l'époque une condition physique qui te permettait de t'y croire, quoi. Ouais, en fait, j'ai beaucoup fait. Petit, j'ai fait du karaté, comme je l'ai dit. Ouais. Après, je me suis blessé à 14 ans, et à 14 ans, il y avait la Super NES, la PlayStation après, et puis les copains qui étaient pas sportifs. Donc en fait, j'ai pas voulu recommencer. J'ai fait un tout petit peu d'escalade avec un pote, et en gros, jusqu'à l'école d'ingénieur, j'ai plus jamais fait de sport. Après, j'ai commencé le taekwondo. À l'école d'ingé, il y a un peu de muscu, donc j'ai bricolé de la muscu, mais n'importe comment, comme beaucoup. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la prépa physique différemment. C'est un petit peu la base de mon système d'entraînement maintenant. Et il y a eu le déclic de « Mathieu, tu vas être papa ». Et là, je me suis dit, je veux être un papa en forme, je vais pouvoir jouer au foot si je veux avec mon gamin. Mon père a toujours été quelqu'un d'hyper fort pour moi, très très fort, sans jamais faire de sport. Mais par contre, il était aussi fort dans tous les sens du terme, donc il est en surpoids. Et petit, on se foutait beaucoup de la gueule de mon père. Donc je me suis dit jamais ça pour moi aussi. Donc j'ai un petit peu cette pression. Ouais, c'est intéressant parce que ça veut dire que il y avait une motivation de ta part de te dire voilà, je vais devenir papa, je veux apporter ça à mes enfants. Et en plus de ça, tu avais toi-même une histoire de résonance personnelle qui te disait voilà ce que je veux pas, mais aussi ce que je veux parce que ton père a apporté des choses, comme tu me dis. Et c'est ça qui t'aide à passer de la décision à l'action, quoi. Ouais. Le déclic, ça a été tu vas être papa. Je dis ok, je faisais du taekwondo, mais en fait, j'étais pas en super condition. Et donc, résultat, en faisant ça, et puis il y avait les débuts de YouTube. Donc j'ai découvert un petit peu, c'était la naissance du CrossFit, donc je découvrais les mouvements un petit peu avancés. On appelait ça street workout seulement avant, donc la calisthénie, donc la planche des pompiers, le muscle-up, ces choses-là, tu dis, le drapeau, un jour je voudrais faire ces trucs-là. Et donc en fait, on revient à c'est quoi mon objectif ? Ouais, c'est ça. Et donc j'ai commencé à me mettre en mouvement là-dessus, et donc en faisant tous ces trucs-là, forcément, tu te crées une condition. C'est ça, ouais. Et donc du coup, tu as développé ça de par cet objectif que tu avais. Il s'avère juste que l'opportunité est arrivée, entre guillemets, au moment où tu étais déjà en bonne capacité d'agir et de bouger, quoi. Ouais, en fait, c'est bien dit comme ça. Je me suis souvent traduit comme une personne, défini comme une personne d'opportunité. Alors, pas un opportuniste, une personne, comme on parlait du changement et du fait que c'est important, à qui on propose des opportunités, des challenges, et en fait, j'ai envie d'aller les relever. Et donc, je me mets en mouvement pour ça. Donc, tout ça pour dire quoi ? J'avais une condition qui fait que j'ai commencé à m'y croire. Donc là, c'était le test, tu disais.
Et donc, du coup, ils te disent OK. Ils te disent rien, ils te disent on te rappelle plus tard parce qu'il y a beaucoup de candidats, c'était sur plusieurs jours, blablabla. Ouais, tu te rappelles un peu genre du nombre de personnes qu'il y avait dans ces trucs-là? Alors, je me souviens plus. Je sais qu'il y avait 3 jours de tests sportifs. Donc, il y avait, nous, on passait par groupe de 3 ou 4 et je crois qu'il y avait une quinzaine de de groupes, 15 ou 30 groupes par jour, je sais plus, un truc comme ça. Oui, quand même, il y avait quand même du peuple, ouais. Ouais. Mais donc, ouais, j'ai commencé à m'y croire un petit peu. Je me dis, finalement, je peux le faire, nanana. Et je sais que je faisais des travaux à l'époque. Et il nous avait dit, avant telle date, on vous rappellera. Et la casteuse finit par me rappeler, mais le dernier jour. Donc moi, je commence à être en stress, tout ça. Puis il me fait, Mathieu, j'ai hésité. La prod, elle arrivait pas trop à se décider pour toi. Un coup, c'était oui, un coup, c'était non. Mais bon, des informaticiens, ils en ont déjà. Et puis, les collègues, ils en avaient d'autres. En fait, tu passes pas assez bien la caméra, donc ce sera non. T'imagines le coup dans la gueule? Ouais. Où moi, j'y allais comme ça pour rien. Et puis je me suis dit, en fait, putain, tu défonces un peu tout le monde. Et j'avais vu des caricatures. Mais vraiment, les crossfitters qui font du bruit et qui crient beaucoup, mais qui sont pas très forts. Il y avait, alors un qui était très rigolo, il y avait Patrick Patou, qui était charcutier, qui faisait des rillettes, qui était pas foutu de faire quoi que ce soit, mais en fait, ils ont été chercher le personnage attachant, quoi. Oui, d'accord. Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que toi, on t'a dit, on hésite de par plus l'image que tu vas projeter à l'extérieur, plutôt que vraiment la partie physique, quoi. Oui, oui, c'était ça. Mais ce qui m'a fait mal, donc déjà, c'est qu'on me dise ça, t'es pas assez intéressant. Parce que je crois que c'est vraiment le terme qui a été dit. Et en même temps, le décalage avec le discours qu'ils avaient au départ. C'est-à-dire, nous, on est sérieux. On veut des gens sérieux. C'est pour France Télévisions, on n'est pas des guignols de TF1. En gros, c'est ça qu'ils avaient dit. Et en fait, ils disent que non. Et donc là, tout ça pour te dire déception. Mais bon, voilà, j'ai continué l'entraînement, puis c'est pas grave, parce qu'en fait, c'était vraiment, je me suis fait un après-midi d'entraînement avec mon pote, quoi. Et on s'est éclaté, on a vu d'autres gens, et puis on a pu essayer des trucs qu'on faisait pas. Donc c'est vraiment super cool en fait. Mais il y a cette déception. Et en fait, par hasard, parce que j'ai commencé à être sur Insta à ce moment-là, parce qu'il fallait absolument qu'on soit visible sur les réseaux sociaux pour la prod. Donc j'ai créé mon profil Insta comme ça, et donc je me suis connecté avec la fille qui était avec nous, qui entre nous, elle faisait des superbes photos en maillot de bain, donc elle avait de quoi avoir une très belle image. Ouais. Elle était retenue pour les candidats. Ok, donc la personne qui était dans votre groupe a été retenue, et ton pote? Non plus. Non plus. Pareil, bon, on était pas assez intéressant. On était des informaticiens lambda, si tu veux. Ouais, donc, je comprends, ouais. Et ils avaient d'autres informaticiens. Donc voilà. Peut-être un peu plus cliché que nous, je sais pas. Oui. Il parlait un petit peu comme ça, je crois. Et en fait, j'étais resté un petit peu en contact avec elle parce qu'elle était assez sportive et sympa, on s'est bien marré. Ouais. Et puis en plus, elle voulait bosser le handstand, on avait vu ça pendant, donc l'équilibre sur les mains, et c'est une des compétences que j'aime bien travailler. Donc je donnais des conseils de temps en temps. Et un coup, je la vois publier, donc beaucoup plus tard, un truc sur Ninja Warrior. Entre nous, moi, j'avais jamais regardé vraiment Ninja Warrior parce que pour moi, on en revient c'est trop loin pour moi. Je suis quelqu'un de lourd, vieux, grand et qui a un fort besoin de contrôle. Donc en fait, moi, le lâcher prise dans le sens physique, c'est très compliqué. Donc j'imaginais vraiment une prolongation du parcours, chose qui m'a beaucoup inspiré, mais que j'ai jamais vraiment réussi à faire parce que j'ai toujours peur de me faire mal, de me blesser et de pas pouvoir assumer tout ce que j'ai à assumer. Ouais, je comprends. Et en fait, d'avoir là, j'ai discuté, dit alors comment c'était, hein, puis elle me dit mais Mathieu, mais postule. Je dis n'importe quoi. Et là, elle me fait Matt, je t'ai vu faire. Franchement, t'as le niveau. Je fais, tu crois? Ouais, vas-y, envoie un message à ce mec-là. Donc du coup, de ce que je comprends, c'est que le premier casting que tu fais, c'est pas Ninja Warrior. Non. C'est vraiment l'occasion de tester quelque chose. France Télévisions, ils essayent de monter quelque chose. T'es pas pris. Et ensuite, du temps passe. Ouais. Et ensuite, cette personne-là te dit, tiens, il y a Ninja Warrior qui arrive, tu devrais y aller, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Elle l'a fait saison 6, et donc moi, c'était le casting de la saison 7 qui allait commencer. Donc là, j'ai pris mes notes, comme je te l'ai dit. Donc en fait, j'ai dû échanger avec elle, c'était en décembre 2022. Elle me dit, envoie un message à ce mec-là, c'est le casteur. Je dis, bon, j'envoie un petit message. Et puis il me met la pression, il me dit, non mais mec, c'est pas possible, t'es déjà à la bourre, on est en train de finir. Et là, c'était le truc sérieux. Donc en fait, t'avais un vrai formulaire de candidature à faire. Donc t'avais un petit truc à faire et des vidéos. Ok, ouais. Et enfin, une vidéo. C'est ce qui fait que j'ai été pris. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. Donc moi, je pratique aussi le cirque, mais je suis plutôt un porteur. Et donc on fait le lien avec toute ma pratique physique, les équilibres, porter quelqu'un. Et j'aime bien ce côté, je pense qu'il y a le côté coach, connexion avec le voltigeur, ressentir les choses entre eux. Et donc, en fait, j'ai ramené l'idée de je suis un manager chez un éditeur logiciel, et puis on a fait un plan séquence. Et donc, j'ai monté toute la vidéo, puis on est parti au cirque où je faisais semblant de très très mal jongler avec des portées, des machins. Et en fait, ils ont beaucoup aimé. Donc, surprise, ils m'appellent, 18 février 2022,
bonjour, t'es convoqué au test physique. Donc les gens ne le voient pas, mais c'est super précis. Il a écrit ça sur son petit cahier à côté. Je suis quelqu'un qui est dans l'instant présent, donc les dates, c'est très compliqué. Donc ouais, je reçois ça donc sur Paris. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas si je serais candidat, donc pour l'instant, je continue de m'entraîner comme d'habitude. Je regarde un petit peu, j'en discute avec mon équipe. Ils me font voir la gueule de Ninja Warrior, les finales des premières saisons, et je fais « Oh my God, j'ai rien fait. » Le truc vraiment, pour moi, symbolique, c'est le fly, le lâcher, donc le sauter de barre en bas. Ouais. Et donc c'est le mouvement, je me dis, je suis obligé de l'apprendre. Il y a le méga mur, il y a tout ça. Et en fait, donc moi, je vis à Cholet. Et quelques mois avant, il y a Thomas Dudoué, qui est un multifinaliste de Ninja Warrior, ancien cascadeur du Puy du Fou, qui a ouvert une salle de parcours à côté du boulot. Et je suis quelqu'un d'assez réservé, on a déjà pas mal parlé. Jamais j'ai osé y aller parce qu'aussi pour moi, c'est un truc, c'est un peu comme le trick, c'est un peu comme tout ça, c'est un truc qui part dans tous les sens et ça peut être dangereux. Donc, pas à mon niveau, pas à ma portée, je peux pas, je suis nul. Mais tu connaissais quand même le lieu. Bah, j'ai vu passer parce qu'en fait, quand j'allais courir le midi avec mes collègues, on passait devant. Ah oui, d'accord, ouais. Et il s'avère que là, je dis, j'ai pas le choix, je vais aller voir Thomas, voir s'il veut bien m'expliquer des trucs. Donc je vais discuter un peu avec lui. Il va dire, achète quelques séances et puis je vais te montrer. Donc il m'apprend quelques mouvements vraiment de base. Entre autres, celui que je voulais aussi apprendre, c'est le tic-tac, je crois qu'ils appellent ça. Donc tu sais, ils ont des plateformes en triangle, il faut mettre un pied, puis l'autre, etc. Ouais. Donc ça, j'avais testé une fois il y a longtemps avec un copain dans une salle de ninja et j'arrivais pas, je me cassais la gueule. Donc toi, mon niveau était vraiment très nul. Donc j'apprends à faire ça. J'apprends où je confirme des choses que j'avais appris intuitivement avec la course d'obstacles, les palissades, etc. Il me fait travailler le méga mur et il me donne des techniques pour le saut de barre. Et en fait, là, on va revenir sur l'histoire du mindset, comme on en parlait. Je me suis dit, j'ai plus le choix, j'ai une date. À cette date-là, je dois savoir sauter. Mais c'était terrorisant. C'est-à-dire que mon corps, je n'arrivais plus à le contrôler. Donc, je me suis blessé parce que sans aucune technique, je passais un peu en mode shonen. Tu vois, j'étais vraiment Rock Lee, là, ou Naruto, où il faut travailler toute ta vie pour le faire. Et donc, j'avais la chance, là, on avait les beaux agrès, donc on avait 2 barres face à face, qui étaient pas loin, en fait, 1m60. Tu vois, 1m60, c'est pas énorme d'écart. Et ma main restait coincée et me retenait en arrière, au point que je me suis fait une déchirure du grand droit, en fait. Ouais, donc tellement tu t'es agrippé. Enfin, du grand dorsal, pardon. Ouais, en fait, Ouais. Je me lançais, mais comme j'avais aucune technique, j'y allais à la force. Et mon corps m'a dit, hop, reste ici accroché. Je suis éloigné du micro parce que j'ai mimé. Ouais. Reste ici accroché, il m'a tiré et en fait j'ai senti que mon grand dorsal s'est déchiré. Mais métaphoriquement parlant, c'est super intéressant parce que du coup, j'ai pas réussi à lâcher ce qui est derrière pour aller choper ce qui est devant avec un trou au milieu où je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Exactement. Ouais. On en revient à ce qu'on disait derrière. Et donc tu vois, je me suis matraqué là-dessus, mais vraiment. Et donc moi je me suis pas blessé pendant des années parce que j'ai une approche raisonnée. On parlait des petits pas, etc. Là je me suis blessé. Donc j'ai continué, j'étais voir mon kiné qui est un kiné extraordinaire, donc qui a réussi à m'aider à limiter la casse. J'ai des collègues qui m'ont filé des pommades, etc. parce qu'on en parlait un petit peu, quoi. Et puis je continuais d'aller à la salle de Thomas. Et Donc t'avais combien de temps ? Donc là, tu commences à t'entraîner avec lui et entre ce moment d'entraînement et la date fatidique, c'était quoi ? Je pense que j'avais 15 jours là. Donc pour ça, j'y suis déjà allé comme un bœuf pour me dire. Genre t'avais 15 jours pour t'entraîner ? Et ça, c'était juste pour le test. Ah, c'est pour le test, Ça, d'accord. c'est juste pour me dire, faut quand même que j'arrive à passer. Donc, j'ai aussi été lui demander à quoi ça ressemble. Il a dit, j'ai pas le droit de t'en parler, mais je vais t'apprendre ce mouvement. Ok. Donc, il est resté clean, mais il m'a montré 2-3 trucs. Ouais. Et donc, j'y suis allé vraiment, là, j'étais en mode borné. Tu dois réussir, tu dois performer compétiteur. Ouais. Donc, je me suis blessé plusieurs fois. J'ai bossé le méga mur parce qu'il a un méga mur aussi, et ça fait très peur. Mais bon, voilà, j'y vais. Mais ça veut dire qu'en 15 jours, tu découvres des mouvements, Ouais. tu te fais une déchirure. Ouais. Et tu peux quand même participer au test ? Ouais. C'est-à-dire que ton kiné, il a vraiment fait de la magie, quoi. Oui, puis après, la déchirure était peut-être légère. Ouais, d'accord. Et puis, j'ai la chance d'avoir, je pense, une bonne génétique et puis une bonne condition quand même, quoi. Ouais, donc t'as réussi à te rétablir assez vite. Et j'étais pas rétabli. Ah. J'étais pas Ok, rétabli. c'est un élément important, Voilà. alors. Donc j'y vais. Alors déjà, j'étais déçu. C'est-à-dire que donc je me tape encore la route pour Paris. Et quand j'avais vu le casting dans la SFAC, avec toutes les épreuves, tout ça, et que j'arrive là juste dans un pauvre hangar, alors que Ninja Warrior, donc c'était pour la saison 7, je dis, c'est quoi ce truc-là ? Et une fois cette surprise passée, ils nous réunissaient en groupe d'une dizaine de personnes, je crois. Donc pareil, Ninja Warrior, c'est énormément de candidatures. C'est bien plus que ce truc-là. Et donc ils nous expliquent, soyez naturel, mais ce qu'on veut, c'est voir comment vous êtes, parce que nous, on est une famille, c'est du divertissement, donc on veut pas avoir des gros cons. Ah oui, d'accord. Et ça, effectivement, ils sont très très bons là-dessus. On avait signé plein de papiers, etc. Ouais, donc l'esprit est pas du tout le même que ce que tu avais vécu avant. Non. Là, c'était vraiment, ils te disent, on est une famille, nanana, alors des fois, peut-être que j'étais peut-être le tonton qu'on n'aime pas trop, va savoir. Mais Ouais, en tout je cas, il y a comprends. bien ce côté divertissement et on est là pour faire
compète entre potes. C'est un petit peu l'esprit qu'ils essayent d'avoir. Bah, je trouve que ça se voit en plus. Ouais. Les gens, après, ils se connaissent, ils ont beau être compétiteurs, il n'y a pas ce côté tu vas rater. Enfin, tu vois, il y a ce côté, on essaie de se dépasser, et puis si tu gagnes, ils se prennent dans les bras. Oui, ouais, bah c'est vrai que c'est un esprit que j'avais vu un peu en course d'obstacles aussi. C'est du dépassement de soi et de la performance physique, donc ils sont plutôt en train de s'encourager et s'applaudir, et puis essayer de se battre, mais essayer de se battre, pas espérer que l'autre tombe. Ouais, c'est dans les règles, ça. quoi. Ouais. Et donc l'épreuve physique était quand même relativement balèze, mais donc ils nous ont jaugé en tant que personne. Ouais. Jauger en tant que personne, comment alors Notre comportement en groupe. Est-ce que tu es plutôt cool avec les autres? Est-ce que tu encourages fort? Est-ce que ça va bien passer en fait dans le collectif et puis à l'image? Ouais, d'accord. Donc à ce côté-là, est-ce que tu as la bonne énergie en fait en tant que personne? Ils ont salué le travail sur ma vidéo de casting et c'est vrai qu'elle était plutôt belle. J'en étais assez content, donc je sais que c'est grâce à elle que j'ai été pris. Ouais. Donc on fait les tests. J'ai franchement été nul. Donc à la différence de l'autre où tu avais performé, là tu t'es senti plutôt mauvais alors. Bah l'autre c'était polyvalent. Là c'était quand même orienté ninja. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai été nul, j'ai pas été extraordinaire. Je peux pas donner les épreuves. Mais donc, il y avait un truc autour d'un saut. Et en plus, j'avais mal compris, je pense, une consigne. Donc, t'étais sur une sorte de trapèze et puis il fallait le plus loin possible. Et moi, j'avais compris qu'il fallait se rétablir sur les pieds et surtout pas tomber sur le cul. Mais en fait, la consigne, c'était aller le plus loin possible, quitte à rouler en avant. Donc, moi qui suis quelqu'un dans le contrôle, j'ai pas été très loin, puis l'arbitre me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais bon, ouais. voilà. Alors, en tout cas, donc il y a des épreuves que vous découvrez sur le moment, et après, c'est faites au mieux que vous pouvez, et du coup, au-delà de l'énergie que tu dégages, que tu réussisses ou pas, c'est pas tellement discriminant alors. Je pourrais pas te dire parce que là j'ai pas le truc, si quand même. Parce que je pense quand même, il faut un minimum de niveau où entre guillemets ils ont peut-être des critères qui font que voilà, au-delà de ta personnalité, il y a un minimum de critères physiques à avoir. Mais après, c'est pas pareil que l'autre où t'avais tout réussi et c'est juste parce que tu passais pas bien à l'écran, quoi. Oui. Bah, non, je pense qu'il y a les deux. Ok. À mon avis, tu passes pas bien à l'écran, t'as pas une bonne personnalité, ça ne passe pas. D'accord. Ouais. Parce que c'est quand même du divertissement, la télé, et c'est du prime time. Donc il faut quand même faire de l'audience, c'est normal. Ouais. Il y a quand même un niveau de physique minimum parce que il y a des choses d'adresse, d'agilité, mais il faut aussi de l'endurance, de la force, un peu de coordination. Donc je pense que... Et le lancer de shuriken, ça y est ou pas dedans? Non. Enfin en tout cas pas quand j'étais. On pourra la suggérer pour la prochaine fois. C'est ça. Ouais. Mais ouais, c'était assez sympa, le petit groupe sympa. Donc je me suis, c'est assez rigolo parce que donc il y avait un pompier, donc forcément c'était une brute. Ouais. Il y avait un gars qui faisait du freestyle football, donc c'était assez sympa de discuter un peu avec ça. Tellement différent. Ah ouais, mais il y avait un mec qui faisait de la plongée. Enfin, tu vois, très sympa comme moment. Donc je rentre, je dis bon bah voilà, c'est fait. En plus j'ai pas été terrible, mais c'était un petit peu les boules de dire tout ça pour ça. Donc c'est-à-dire je me suis fait 4 heures de route, 1 heure sur place. Et 4 heures de route, quoi. Ouais, mais ça veut dire que, tu vois, cette dimension de j'ai un objectif, ou en tout cas j'ai un horizon qui me semble excitant, et c'est ça qui t'a amené à passer à l'action, quoi. Parce qu'effectivement, pour se dire que tu vas te taper 4 heures, sachant que avant tu as déjà eu une expérience qui a plutôt été malheureuse, j'ai pas envie de dire ça, parce que du coup, t'as quand même vécu un moment sympa avec ton pote, au-delà du résultat où on te dit que t'es pas un gars intéressant, tu vois. Ouais. Mais là, t'as quand même envie d'y aller, tu prends le temps. Au final, tu passes quand même un bon moment, de ce que j'entends. Et puis après, ça fait partie du trajet, quoi. Ouais. Tu vois, en fait, pour moi, j'étais arrivé là, c'était mission accomplie. Parce que quand j'ai postulé, c'était sur cette émission qui n'est pas passée, enfin, qui n'est pas sortie, qui n'avait pas de notoriété. On m'a dit, t'es pas assez intéressant. Matt, t'as été convoqué au test sportif de Ninja Warrior, alors qu'il y avait déjà un formulaire assez balèze. Pour la petite anecdote, il y avait 10 000 candidatures à peu près pour la saison 7. Donc, tu vois, ils n'ont pas vu 10 000 personnes en test sportif. Ouais, c'est 10 000 candidatures. Ouais, il y a 10 000 formulaires qui ont été soumis. C'est incroyable. C'est aussi pour ça, par exemple, ça je pense que j'ai le droit de le dire, je n'ai pas le droit de recandidater à Ninja Warrior. C'est la prod qui te rappellera s'ils ont envie de te voir quand tu as déjà été candidat. Ouais, d'accord. En même temps, ils ont déjà fait un filtre, c'est aussi le fait que ça puisse tourner. Et donc, du coup, tu rentres de ton test. Ouais. Et donc là, on dit, vous aurez des nouvelles, mais commencez à vous entraîner sérieusement parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps avant le tournage. Donc là, on est en février et donc, le tournage, maintenez quand même votre niveau. Le tournage, c'était avril. Février, avril. Ouais, oui, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Mon tournage était le 1er avril en plus. Donc tu vois, c'était plutôt mars. C'était pas une blague. Non. Donc là, tu te dis, ok, maintenant, Mathieu, prépa sérieuse. Donc je continue de partir sur, je veux absolument faire mon saut. Je veux apprendre ce tic-tac que je faisais pas bien. Je veux être bon sur le méga mur parce qu'en fait, ça a l'air con, mais tu te retrouves très très haut et c'est pas large et tu te dis, je peux me faire une cheville. Ouais. Et donc j'y vais beaucoup plus. Et en plus, j'ai eu la chance de retrouver un de mes potes que j'arrivais pas à voir depuis des années, qui allait là-bas aussi. Donc j'y vais. Donc là-bas où?
à la salle de WCA. Donc, Ok, la WCA salle. Cholet, je fais un petit peu de pub pour Thomas. Bah super. Donc, la salle de parcours où il avait tout le matos. Et puis, en fait, t'as quand même un multifinaliste à dispo. Donc, c'est vraiment cool. Et en fait, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, même si je devais pas trop en parler. Peut-être que je vais aller à Ninja Warrior. Donc, il y a commencé à y avoir une aura, en tout cas au boulot. Et il y a plein de gens qui disent, j'en ai parlé à mon fils, nanana. Et tu te dis, oh putain, je veux pas décevoir tout le monde. Bah faut déjà être sélectionné. Oui, mais déjà là, donc tu te dis, les gens commencent à y penser. Donc Mathieu, t'y vas. Et donc, tu vois, j'étais encore plus en mode machine de guerre. Et je me suis éloigné de moi et mes envies. Et ça, c'est hyper important. Les blessures, elles viennent de là. J'ai continué à y aller en mode bourrin. Le dos, un coup ça allait pas, mais je continuais parce que ce saut de barre continuait de me terroriser. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant, alors là, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait, donc il est possible que j'ai à nouveau un peu peur. Maintenant, je peux en enchaîner plusieurs. Ouais, il y a quand même eu une différence Quelque maintenant. chose que j'étais incapable de concevoir parce que je me dis c'est pas possible, soit c'est pas fait pour moi. Donc maintenant, c'est facile pour moi. Et donc ça, c'est un truc que je veux que les gens retiennent en fait. Si c'est quelque chose que t'as vraiment envie de faire, ça peut peut-être te prendre 5 ans. Mais en fait, si tu baisses pas les bras, logiquement, si ton objectif est smart, parce que s'il dépend que de toi, ouais, c'est bon. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'impossible en vrai, en tout cas physiquement. Et je continue de me blesser. Je me suis fait une pubalgie aussi, donc en fait, je me suis déchiré entre le psoas et le grand droit parce que mal échauffé, travailler sur le mégamur qui demande, encore une fois, je suis lourd, beaucoup d'explosivité, j'ai fait beaucoup d'essais. Et comme j'avais un petit peu mal au dos, je suis parti sur le reste. Donc en fait, t'as vraiment fait ta brute. Ouais. Parce que en plus, il y a les enjeux qui montent, il y a des gens autour de toi qui commencent à en parler. Et le timing serré. Et le timing serré. Donc il y a tout ça qui fait que tu continues à t'entraîner, tu continues à te blesser, mais pas suffisamment pour que ça t'arrête. Ouais, c'est ça. Et tiens, j'ai pas précisé, mais en même temps, je terminais ma formation de coach professionnel. Ok. Donc en plus du boulot, j'avais ma formation à côté, donc mes coachings à faire, etc. Ouais, tout ce qui vient avec, plus les enfants. Donc en fait, j'étais sur une période de ma vie assez chargée, assez mouvementée. Donc j'ai rajouté un stress supplémentaire avec un état d'esprit qui était pas le bon. Ouais, parce que tu disais justement que tu t'étais un peu oublié et que tu faisais quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'était qui ce quelqu'un d'autre ? Un petit peu tout le monde. Je suis quelqu'un qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront là-dedans, qui préfèrent donner que recevoir. Et donc une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être un papa fort, c'est aussi pour pouvoir protéger mes enfants, pour pouvoir les emmener, pour pouvoir tirer vers où il faut. Je suis quelqu'un qui tire. Donc forcément, il y avait le « Waouh, Mathieu va faire ça !» Et puis il y avait le côté, tu vois, pour certaines personnes, je suis une brute. Alors qu'en fait, je suis quelqu'un de normal, quoi. Incroyable, un niveau, tu dis « Putain, je vais à Ninja Warrior, ils sont en train de se dire « Mathieu, il fait ça, mais il faut que j'y aille. » Donc il faut que je sois le meilleur possible, faut pas que je déçoive mes proches. Et c'était même plus moi. Donc on part là-dessus, et puis je reçois un appel. « Mathieu, bonjour, c'est Ninja Warrior. » Salut. Félicitations. Tu es candidat pour la saison 7. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Le truc que tu attends, et puis tu sais pas trop comment réagir quand tu obtiens la réponse. Et là, elle me dit, je dis, c'était sérieux? Oui, t'es trop content. Et là, je sais même plus exactement, mais un côté du oh merde. En fait, ça devient réalité. C'est ça. Et en même temps, le achievement supplémentaire. Ouais. Mathieu, t'étais pas assez intéressant. Là, tu vas passer à TF1, quoi. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est même pas sûr parce que quand t'es candidat, t'es pas forcément diffusé. Ah, ok, ouais. Tu vois, donc il y a encore ça parce qu'on est tellement nombreux et que moi j'étais qualif 4, je crois que j'étais la dernière qualif, donc ça veut dire que t'as 4 émissions juste pour les qualifs. Imagine si tu passes tout ça pour le public. Oui, j'imagine, ouais. Avec le même parcours, le même machin. Donc en fait, il y a énormément de gens coupés, t'as même pas la moitié des personnes qui sont diffusées, je crois. Ce qui peut être un peu frustrant d'ailleurs, mais... Ouais, mais bon. C'est le jeu, voilà. C'est le jeu, effectivement, et vous le savez, je suppose. Oui, donc, oui, bien sûr. Et tu dis, oh putain, je pars. Alors là, il y a des trucs que je pense que je peux pas dire, mais ils s'échangent beaucoup de trucs, et puis on me dit, bah Mathieu, tu seras Iron Man. Et ça veut dire quoi? Tu seras Iron Man? Iron Man, tu vois qui c'est? Ouais. Le super-héros. Ouais. Mathieu, tu seras Iron Man, ou tu ne viendras pas Ninja Warrior. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu... Je serai costumé en Iron Man, mais c'est la prod qui me file le costume. Ah d'accord. Mais du coup, ils te font un truc spécifique et tout. Non, ils te donnent un costume. C'est pas pareil. Enfin, ils te prêtent un costume. Ils te font pas un costume spécifique. Ah ok. Donc du coup, il faut pas être trop gros ou pas trop... C'était surprise. C'est surprise. C'était pas trop pourri, mais voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus, pas mal d'incompréhension, pas mal de stress aussi, parce que les dates arrivaient très vite. Et donc, en fait, on est un petit peu défrayé en tant que candidat, mais pas beaucoup. Ouais. On est logé jusqu'au lendemain de notre élimination. Donc c'est quoi? C'est Paris, hein? Non, c'est Cannes. Ah, c'est Cannes, Enfin, ok. c'est Mandelieu-la-Malnou. Ok. Donc en fait, le casting était à Paris. Ouais. Mais l'émission est tournée à Cannes. Ok, d'accord. Et donc là, c'est 1000 km de chez moi. Et tu te dis, bon, on va commencer à regarder. Donc, en voiture, je me voyais pas faire 1000 km, surtout si tu dois repartir le lendemain. Ouais. Et puis, ça venait cher, payage, essence, etc. En avion, on était logé à 4, donc j'aurais pu venir avec les enfants et tout, mais
Ça commence à coûter un peu cher. J'ai essayé de me demander au boulot parce que ça pouvait faire un petit peu de couverture médiatique. Ils pouvaient pas, a priori, me financer. Donc, moi, je suis parti tout seul. J'ai trouvé un avion. Donc, on y va. Et c'était la saison de la Kata, donc saison 7. Je suis convoqué pour le 1er avril, mais donc la dernière qualif. Et donc, Thomas, il était, lui, justement, le mercredi, donc la veille. Donc, c'était cool. En plus, je dis, tiens, quelqu'un que je connais, trop bien. Donc, j'envoie un petit texto. Dis alors que ta qualif, bien. Il dit, bah, en fait, c'est pas passé. Ça se passe à la place de la tienne, mais tu viens quand même. Ok. Ouais. Bon, en fait, c'est des problèmes de météo. Il faisait une météo de merde et donc c'était dangereux. Donc Parce que c'est pas à l'intérieur? Ah non, c'est en extérieur. Ah, c'est en extérieur, C'est d'accord. vraiment sur la croisette. Ah ouais, Ah, d'accord. mais c'est un truc de ouf. C'est Ouais, vraiment je me un rends truc pas de ouf. compte, ouais. Ah, mais moi, je me rendais pas compte non plus. et donc, je descends, je prends l'avion. D'ailleurs, j'ai failli rater l'avion parce que j'avais pas pris l'avion depuis des années. En fait, je me fais fouiller, nanana. Donc, Ouais, ok. le petit coup de stress avant. On y va, je fais confiance à Google, il me fait attendre un train qui n'existe pas, donc j'ai passé 3 heures sur le quai comme un con. Et en gros, voilà, donc tu fais comme tu peux pour y aller. Ouais, et j'y arrive. Et t'y arrives, ok. Et là, déjà, on me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu devrais arriver 3 heures plus tard. Bon, ok. Et en fait, à cause de la météo, je me retrouve pas avec tous les autres candidats dans un autre hôtel. Enfin, un autre camp qui est fermé. Donc déjà, Ouais. les boules, c'est un truc en... J'avais pas beaucoup dormi et j'arrive dans ma chambre, il y a le détecteur de fumée qui se met à biper à Ah oui, t'as fond. vraiment tout qui arrive. Et après, une fois que j'ai viré la pile et tout ça, il y a aussi les mecs qui ont décidé de passer le Karcher dans la piscine. Donc je suis parti marcher. Et du coup, donc à un moment donné, quand même, que tu dois faire ton épreuve. Donc après, donc logiquement, j'aurais dû passer le lendemain. Avec l'histoire de météo, c'est le surlendemain. Et on avait un test sportif à faire plutôt cardio pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Ok, Donc ouais, là, c'est une préparation. un Ouais. test d'effort. Où j'entends un mec qui braille, putain, je suis pas prêt. Donc je dis, putain, alors il suffit qu'il me dise ça et que je devrais rentrer, c'est mort. Ouais. Donc heureusement, c'est très bien passé. Là, je discutais avec des gens très très sympas aussi. Et j'essaye de dire, bon bah alors, les interviews, le machin, j'ai un agenda. Non, bah rien, t'inquiète, par contre, t'auras des nouvelles avant minuit. Je finis Avant par... minuit. Ouais. Non, mais après, faut te dire, c'est incroyable le taf de l'équipe là-bas, quoi. Enfin, eux, Ouais. ils doivent vraiment pas beaucoup dormir. Ils sont partout, ils doivent s'occuper des centaines de candidats, ils doivent les emmener, ils doivent... Enfin, c'est un travail infernal. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que quand t'arrives là tout seul, dans un hôtel à 2 km, dans le noir, et effectivement, il m'a rappelé à 23h59, je crois, donc ça m'a réveillé, forcément. Ouais, forcément. Pour me dire, bon, bah allez, je sais plus comment ça se passe, mais je crois essayage demain matin à telle heure. J'ai dit, bon, ok, bon, là, j'y vais. Je me lève, je pars pour le petit-déj, je discute avec une meuf hyper sympa, encore une militaire. Et là, je reçois un texto, bon, bah en fait, essayage annulé. Je vais voir, je dis, moi, j'avais rendu les clés de la chambre parce que je devais rendre ma chambre pour revenir derrière. Bon, bah en fait, non, tu restes là-bas, donc je récupère les clés, j'ai pas de planning. On dit, on va te tenir au courant, reste dans le coin. Mais du coup, tu sais quand même que au-delà de l'essayage, tu vas faire ton épreuve ou pas? Ah oui, faire l'épreuve, c'est sûr. Par Ok. contre, elle est décalée, pour l'instant, elle est décalée d'une journée. Parce que ça veut dire que tous ces imprévus que tu as sur le chemin, c'est-à-dire que toi, il t'avait dit réserve, je sais pas, tant de temps. Ils t'ont dit réserve jusqu'à tant de temps. Ah, ok. Parce que, tu vois, si tu passes, bah, il faut passer les demi, puis ensuite les finales. Donc, en Oui, fait, c'était ok, calé. Moi, j'avais posé une semaine de vacances, tu vois. Oui, d'accord. Donc, Ouais. ça, c'est bien. Et t'es logé tant que t'es pas éliminé. Ok. Donc, ça, c'est cool. Et donc, du coup, quand finalement tu réussis à faire ton épreuve, ça se passe comment? Alors, déjà, finalement, je réussis à essayer mon costume. Ah, c'est une première étape déjà. Ah, et en fait, ouf, ça va. C'est pas trop pourri. Mais j'avais un casque d'Iron Man pour enfants. Donc, on voit mon menton, etc. Mais le costume, ça allait. C'était pas trop ridicule. J'étais pas trop boudiné. Et j'y viens. Et puis, en fait, on va faire l'essayage. Et t'as le taxi qui nous fait, mais pourquoi ils emmènent les candidats? Mais pourquoi ils emmènent les candidats? Mais pourquoi ils emmènent les candidats? Je dis, mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi il dit ça? Et en fait, bah, re-orage. Donc, redécalage. Donc, résultat, je suis resté, je crois, 4 jours sur place avant d'avoir mon épreuve. Ouais, d'accord. Donc, je suis resté 4 jours tout seul. C'est moi avec moi le problème. Ouais. À pas de triper. Loin de ma famille, avec ma copine qui s'occupait des enfants qui étaient dedans, les collègues qui bossaient, tout ça. Donc, en fait, j'étais tout seul à marcher pour Ouais. me rendre dispo de la prod. Donc, c'était une torture mentale pour Ouais, moi. ça a été horrible, ouais. Les autres candidats étaient souvent tous en famille, entre amis, donc normal, quoi. Thomas, c'est pareil, il était avec ses potes, puis il avait déjà fait ses qualifs, ses machins, donc il avait des tournages, des interviews, et puis moi, j'avais toujours pas d'interview, j'ai toujours pas de planning. Donc, je passais des journées à marcher, à côté, à me rendre dispo. Quand on parle de la vallée de la mort, c'est un peu là, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que moi, c'est une expérience un peu particulière pour moi, mais heureusement que ça a mis du temps à être diffusé pour que je digère bien. Et finalement, dans le taxi, j'entends un gars qui dit « Ah, vous êtes dans la qualif des champions ». Je dis « Quoi, la qualif des champions ?» Mais ouais, attends, t'as les frères Gravier, nanana, nanana. Je dis, mais attends, la qualif des champions. Donc moi, je suis déguisé en Iron Man. Ok, je suis le guignol, quoi. Donc ça te donne une idée un petit peu de l'état d'esprit que j'ai. Ouais, je comprends. Ouais. Et effectivement, on y va. Là, on aperçoit Denis Brognard qui vient discuter avec les anciens candidats, donc très, très accessible, comme il donne l'impression, en fait, dans l'émission.
Donc là, on est parti et c'était la première année où ils mettaient en place la Memory Tower. En fait, c'était trop facile, a priori, les qualifs. Donc, ils ont compliqué un petit peu en mettant une notion de tempo. Donc, il fallait que tu attrapes une tyrolienne, nanana, sinon tu étais obligé d'aller chercher la Memory Tower. Donc, aller plus loin, donc te fatiguer plus, et tu avais des prises piégées. Ok, donc, résultat, on n'avait plus le droit à nos smartphones dès qu'on rentrait dans la salle, dans la tente. Et on était séparés, candidats qui étaient déjà passés, des autres candidats, pour pas tricher. Forcément, oui. Donc, on rentre dans la tente, je crois, à 17h30, mais c'est un tournage nocturne. Donc, t'attends un certain temps, quoi. T'attends qu'il fasse nuit. Et là, déjà, tu vois, je disais, c'est à la croisette, tu vois les échafaudages partout, déjà d'extérieur, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc, c'est énorme. Après, ils nous ont fait visiter, en disant, on va vous montrer les parcours du jour. Donc là, on y va, c'est début de nuit qui tombe, Disneyland. Là, t'as des lumières un peu partout, tu vois les trucs. Moi, c'est la première fois, je sais pas quoi regarder. En fait, les gens te montrent le parcours, donc t'as une personne qui te montre un obstacle, une fois. C'est tout. Toi, t'as pas le droit d'y toucher, etc. Oui, je comprends. Et donc, en fait, les personnes, comme ils ont l'habitude, ils vont tellement vite, tu sais même pas quoi regarder. Donc... Oui, c'est ça, tu regardes tout, tu fais ce que tu peux, ouais. C'est pour ça que je dis c'est vraiment Disneyland. Donc tu regardes, et puis en fait, il y avait 2 parcours en qualif, donc je regarde les trucs, je dis ok, j'ai mon parcours, ça me plaît bien. Puis tu y retournes, là, tu vas te changer, puis t'attends. Et pareil, là, donc on attend qu'il fasse nuit. Le tournage classique, c'est la moitié des hommes pose les femmes, pose l'autre moitié des hommes, parce qu'il y a moins de femmes en général dans Ninja Warrior. Ouais. Et pour des histoires d'équité, le parcours est un tout petit peu différent pour les femmes, par rapport à leur taille, entre autres, qu'elles sont plus petites. Là, ils ont dit, bon, avec toutes les merdes de météo, tout ça, on va plutôt tasser, on va faire toutes les femmes d'abord, on fera les hommes derrière. Donc, bon, ça veut dire que déjà, on attend qu'il fasse nuit. Ouais. Et les femmes commencent à passer. Tu dis, bon, bah, tu regardes le truc. Là, t'as vraiment la télé dans la tente, t'as l'impression de regarder Ninja Warrior, quoi. En vrai, quoi. Exactement. Mais non, mais tu faut regarder par la télé, quand même. Tu vois pas les trucs, t'as pas le droit d'aller. T'as pas le droit d'aller sur le plateau. Ouais. Et on a les trucs, et là, vers la fin des filles, ils flottent. Donc, tout est couvert, tout le monde part. Et ils nous disent, bon, les gars, il y a la météo qui dit que dans le temps, normalement, il pleut plus. Donc il y a 2 options, soit vous nous aidez, soit on est encore obligé de prendre une décision et décaler. Quoi. Donc on se dit tous, on va aider, etc. Donc, on y va, on débâche. Là, tu vois encore le côté famille, communauté, tout le monde a été sans rechigner pour aider. Donc ça, c'est vraiment génial, ce côté-là. Il y a tout le monde qui est investi dans le projet. Mais c'est vrai que ce qui est important, là, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a un ensemble de changements qui s'enchaînent les uns après les autres. Et là, vous êtes obligé de faire avec, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et donc, après avoir découvert le parcours vraiment côté Disneyland, comme je te disais, t'as le côté... en fait, tu sais même pas où regarder, et puis tu commences à voir les lumières. Donc là, t'as découvert une première fois le parcours à l'extérieur, les échafaudages en pleine journée. Là, tu commences à voir une lumière tombante avec les mecs en action. Tu dis, waouh, trop bien, j'ai envie d'aller jouer. J'ai choisi mes parcours, etc. Puis après, bah... T'as jamais été aussi proche? Ah bah non. Et t'as pas le droit de toucher. Et t'as pas le droit de toucher, c'est ça le pire. Et après, on se tourne dans la tente. Et faut attendre qu'il fasse nuit. Et puis après, on est parti sur la mécanique du chacun son tour. Parce que c'est une compétition individuelle, même si au montage, des fois, t'as l'impression de partir à plusieurs, bah, c'est chacun son tour. Donc ils ont fait passer les femmes d'abord. Donc là, t'attends. Il y a eu de la flotte. Donc malheureusement, flotte, c'est glissant en extérieur. Donc ils nous ont dit, voilà, on arrête. Normalement, si on attend un petit peu, ça va pouvoir se gérer. Par contre, il va falloir nous aider. Et là, tu vois le côté familial dont je te parlais tout à l'heure. C'est exactement ça. Il y a personne qui a rechigné. Il a arrêté de flotter. Tout le monde était essuyé les obstacles, etc. Il y a vraiment le côté... on a envie de passer un bon moment ensemble et de s'éclater. Comme quoi, l'engagement des gens dépend de pas grand-chose, en vrai. Lorsque tu as les règles qui sont claires, les motivations qui sont similaires, quand tu vas dans la même direction, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Tout le monde avait envie d'aller se confronter au parcours, parce qu'en fait, c'est ça, tu vois. C'est pas la compète avec les autres, c'est la compète avec le parcours. Ouais, je comprends, ouais. Et tu vois, je te disais, c'est frustré de pas avoir pu aller jouer, donc t'as envie d'aller jouer, et t'as envie que les gens avec qui t'as passé un peu de temps jouent aussi, quoi. Donc il se passe beaucoup de temps, les femmes passent, ils remettent les obstacles pour les hommes. Ok. Et ils commencent à appeler les gens. Donc là, je me mets en costume d'Iron Man, ça y est, c'est parti. Mm-hmm. Et en fait, ils m'appellent, je crois, il y a le premier groupe, deuxième groupe qui part. Moi, je me suis dit, ils vont jamais me rappeler, je suis pas connu, je vais pas avec des enfants, donc je vais passer plutôt pour la fin. Et je crois qu'ils m'appellent au moment du troisième groupe, mais en m'engueulant, genre, ils sont déjà tous partis, mais qu'est-ce que tu fous, on t'attend. Mais ils m'avaient pas appelé, je me dépêche, tu rentres dedans, il a fait une nuit. Donc là, t'as vraiment les lumières, t'es vraiment sur le parcours des héros, quoi. Au pied, et donc t'es avec ton ange gardien, parce que t'as pas le droit d'aller sur le parcours tout seul, donc ils appellent ça l'ange gardien, et la personne qui t'emmène, qui te briefe, nanana. Et là, il y a les caméras partout, donc tu peux plus faire n'importe quoi. Donc tu t'échauffes, ils te regardent, nanana, donc c'est toutes les images qui peuvent être prises, captées. Donc je m'échauffe, je me prépare, il y a l'heure de passage. C'est pas quelque chose qui est diffusé en live? Non, c'est monté. Okay. Oui, c'est monté, ouais. Donc on fait tout ce travail-là. Donc je fais gaffe, parce que dès que tu bouges un petit peu, tu vois la caméra, je m'échauffe, je regarde un petit peu ce que font les autres. Je mime un peu à ce que font les autres. On va essayer de comprendre les plus habitués. Et je découvre le premier obstacle qui était en fait... une meuf m'avait donné un conseil en disant, écoute, de toute façon, c'était des sortes de skateboard sur une glissière, en disant le troisième en plus, une goulotte. Enfin, il bascule. Si jamais il bascule, tout ce que tu as à faire, c'est plonger en avant et puis ça va passer.
Donc ok, j'essaie de calibrer mes sauts en étant au sol, parce que t'as pas le droit d'aller dessus, puis on y va, puis en fait, ça devait être moi. Et puis en fait, ils font passer le mec d'après moi avant moi, et un autre. En fait, là, mon ange gardien me dit non, mais je comprends pas ce que fait la prod, ils veulent plus de toi tout de suite, donc retourne sous la tente, quoi. Ah oui, encore une attente, quoi. Et en fait, j'attends, au point que je passe dans les 10 derniers candidats de la soirée. Donc j'ai commencé, et je me suis échauffé plusieurs fois, en fait, j'ai commencé à m'échauffer peut-être à 23h, et en fait, j'ai dû passer vers 3h du mat. Et en fait, Iron Man, ils m'ont bien dit, c'est le héros des enfants. Donc tu vas aller faire l'entrée du héros qui va taper dans les mains des gens. Mais en fait, il avait plus. Il était tard. Il n'y avait plus personne. Donc je suis re-rentré. Il n'y avait plus un bruit. Il n'y avait plus de public. Plus de candidats. Il n'y avait plus personne. Et là, c'est c'est une expérience qui est différente. Complètement glauque. Et donc je mets mon casque, nanana, je me réchauffe encore une fois. J'avais mal partout, j'étais raide de partout. Je sens le côté vieux, tu vois. Ouais. Et là, le mec, il me fait, allez, va taper dans les mains. Je dis, pourquoi il veut que je fasse ça? Bon, vas-y, j'y vais. Dans quelle main? Il me revient, il me fait, ah, mais il y a personne, là, viens, on va te faire rentrer ailleurs. Et puis après, tu vois, je vais regarder la Memory Tower, je l'ai montée, et puis il me fait, attends, non, il n'y a plus de bande, faut attendre. Bon, il doit être que des attentes comme ça. Parce qu'il y a plein de problèmes. Hein. Et ça y est, c'est parti. Donc là, je monte les escaliers. Au début, j'avais le masque sur la tête parce que je me dis, est-ce qu'il y a les caméras, pas les caméras? Donc le masque pour enfants avec les tout petits yeux. Hein. Je vais me casser la gueule dans les escaliers. Donc j'enlève le masque et je le remets juste avant. Et là, t'arrives sur le podium qui est très très haut et mon casteur m'avait dit, Mathieu, t'es pas Mathieu, t'es Iron Man, t'es Tony Stark, tu te la pètes. Ouais. Donc j'avais passé ma journée à regarder comment bougeait Iron Man dans les films. Donc tu montes sur le plateau, j'en fais des quais, je balance le masque et en fait j'entends au loin, mais très très loin, moi je me sentais tout seul sur le plateau avec en fait le parcours qui était peut-être 3 mètres en dessous, donc ça faisait un peu impressionnant. J'entends au loin, c'est pas Iron Man, c'est pas Tony Stark, c'est Mathieu Mancel, mais vraiment limite chuchoté, murmuré. Et en fait là, je comprends pas trop, pas de public, tout ça. Puis t'as le buzzer, t'appuies sur le buzzer. Et donc Thomas là m'avait dit, il faut absolument que tu chopes la tyrolienne. Donc je commence à partir dès que c'est le moment. Et première plateforme, je dis putain, c'est plus haut que ce que je pensais, je vais me casser la gueule. Donc je suis un peu plus prudent sur la deuxième, je regarde la plateforme et puis là je pose mon premier pied sur le skateboard. Et je suis surpris parce qu'en fait c'était mou. Et je m'attendais à un truc rigide. Donc tant bien que mal, parce que j'ai pas du tout travaillé cette proprioception. Ouais. Je passe sur la deuxième. La troisième, je pose mon pied dessus. Et là, pas très lucide. Franchement, en plus, conseil de merde. Si jamais t'as une culbuto qui part dans un sens, plonge devant, non, mets ton deuxième pied. J'ai plongé la tête la première. Donc résultat, je suis passé par-dessus le skateboard, la tête la première au fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine. Ah ouais. Je me relève, je bois la tasse. Et là, tu te relèves. T'as la caméra à 20 cm de toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu sors avec le sourire. Ouais. Et tu t'en vas. Et là, on te dit, bon, ça y est, ton aventure se termine, Mathieu. Donc t'es trempé, tu te rechanges. T'attends que le taxi te ramène dans ta chambre. Et puis là, j'étais en train de chercher, je me souviens encore, sur les chiottes, trempé, mon train pour le lendemain matin. Ouais, donc en fait, l'expérience reste quand même un peu mitigée, au-delà de l'explosion de spectacle, de voir en fait à quoi ça ressemble. Mais après, au final, c'est vrai que t'as quand même vécu pas mal d'imprévus, de changements multiples, et difficile aussi de suradapter à chaque fois, parce qu'au final, y a rien que tu maîtrises là. T'es juste aux dépens de l'organisation. Oui et non, parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que je redisais là, et maintenant c'est vieux, donc c'est assez facile. Dans quel état d'esprit j'étais au départ? Je te l'ai redit, mais rien que dans le taxi, on me dit, t'es dans le truc des champions. Ah, mais je suis pas un champion, je suis le guignol. Comment tu pars quand t'es comme ça? Je ne dois pas décevoir les autres, j'étais encore blessé. Dis, à quel moment je me suis dit ce que je voulais faire? Thomas m'a dit de foncer, je vais foncer. Je me suis oublié, pour essayer d'être le meilleur et pas décevoir les enfants, des enfants que je ne connaissais pas en plus. Je me sentais loin de ma famille. Et puis, comme ils étaient dans leur truc, en fait, je me faisais envoyer chier, etc. Donc, en fait, j'étais pas bien. Et je l'avais mal préparé parce que je savais plus où j'étais et qu'en fait, ma première mission, elle était accomplie depuis longtemps puisque j'avais été au casting. Et avec le recul, c'est ça, en fait. Il faut pas oublier de réajuster ses objectifs. Moi, première mission était remplie. Après, j'y suis reparti. Je me suis laissé monter le mou. En fait, j'avais pas le niveau et c'est pas grave. Enfin, en fait, j'avais pas le niveau. J'ai pas bien préparé. Il y a aussi, je t'ai dit, je suis quelqu'un dans l'instant présent. Au cirque, on va travailler sur la corde, les machins, donc je me suis dit, la proprioception, c'est bon. Sauf que ça, je m'étais pas rendu compte, c'est la dernière fois que j'ai travaillé, c'était avant le Covid. Donc j'avais pas travaillé ça depuis des années. Donc il y a je pense, en termes d'identité, être capable de, et j'ai vérifié que j'étais capable de, parce que j'ai fait une fixette sur autre chose. Ouais, mais c'est important ce que tu décris, parce que pour changer quoi que ce soit en termes d'objectifs, c'est important qu'il soit adapté à qui tu es à ce moment-là, et en tout cas, ton partage, il est très représentatif de à quoi ça peut ressembler lorsque nos objectifs ne sont plus nos objectifs, mais peut-être ceux des autres, à vouloir faire plaisir, à vouloir être bien vu. Et en fait, ça peut aller très très vite, la dynamique de groupe. Et heureusement que tu t'es pas surblessé,
à cause de ça. Il y a une blessure peut-être émotionnelle d'une certaine manière à un instant T, mais c'est sûr que aller vers de l'extrême tout de suite, sachant que c'est pas forcément toi qui veux le faire, c'est quelque chose qui reste dangereux. Donc, c'est exactement ça, ouais. Merci en tout cas pour ce partage. C'est une belle aventure. Oui, alors c'est effectivement une belle aventure, parce qu'en m'écoutant, on pourrait dire que je critique pas mal la prod. J'étais fâché au début, forcément, mais en fait, je comprends tout et je critique pas. C'est vraiment le moi avec moi. C'est comment moi je me suis senti, comment je me suis comporté, comment j'ai apprécié les choses. Effectivement, je me suis suradapté, mais dès le début. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, ils me rappellent pour que j'emmène mes enfants. Mon regret, il est là, c'est que j'ai pas pu partager cette expérience avec eux, qu'ils se rendent compte d'à quoi ça ressemble. Parce que c'est quand même une sacrée expérience. Et en plus, cette chute fait que j'étais diffusé. Je serais pas tombé, j'aurais pas eu une perf de fou, c'est sûr. Donc peut-être que j'aurais été en demi-finale si je me suis bien débrouillé. J'aurais peut-être pas été diffusé. Alors que là, j'ai même été à la bande-annonce de l'émission. On voit ma chute, j'ai un pote qui m'a envoyé les trucs, et ça m'a permis d'être dans le journal, etc. Donc c'est une super expérience. Je suis juste déçu de la manière dont moi je l'ai vécu parce que j'étais pas aligné, quoi. Ouais, c'est un apprentissage qui est super et merci de nous avoir partagé tout ça. Je t'en prie. Ce que je te propose, on sait tous les deux qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais au vu du timing qu'on a dans le podcast, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie. Ok. Cette dernière partie qui dépend beaucoup moins de toi. Donc là, c'est bon, tu vas reprendre le contrôle du temps, parce que oui, j'ai tendance à trop parler. Mais non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Et au contraire, je trouve que la beauté de ce que tu racontes, c'est que c'est un souvenir, c'est quelque chose qui reste exceptionnel, au sens où on n'est pas beaucoup à avoir fait Ninja Warrior. Et c'est bien aussi de la voir de l'intérieur, de par la vision d'un candidat. Parce que nous, on voit que ce qu'il y a à la télé, et donc c'est rien du tout par rapport à vraiment l'expérience complète. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qu'on va faire maintenant, et comme je le fais avec la plupart des personnes que j'interviewe, c'est que, comme tu as pu le voir, j'ai des cartes sur la table que maintenant tu connais, vu que tu as un paquet toi-même. Donc ce sont des questions que j'ai présélectionnées pour toi et qui sont simplement une manière de découvrir encore plus l'humain qu'il y a derrière Mathieu. Voilà. Donc, ce que je vais te proposer de faire, de manière très simple, c'est que tu vas prendre ce paquet de cartes et tu vas le mélanger toi-même. Comme ça, tu ne pourras pas dire... Est-ce que je t'ai raconté la fois où j'ai fait des tours de magie? Non, c'est pas vrai. Ah, plus de cartes. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'en choisir une. La première. Voilà, tu nous la lis. Et puis ensuite, je te laisse y répondre. Quelles sont les 3 choses que tu penses avoir en commun avec moi? On a pratiqué les arts martiaux, tous les deux. Effectivement. Je triche. Je pense qu'on a une vision assez commune de la conduite du changement. Ouais, sur quel niveau? De manière globale, en fait, sur le changement, tu ne peux pas opérer de changement sans partir du point de départ. Avoir ce constat, avoir un objectif et y aller par étapes et itérer. Cette approche un peu empirique aussi. Mais partir de « on est où là maintenant ?» Je trouve peu de personnes appuient autant. Ouais, donc 2 choses déjà. Et là, tu vois, c'est toi qui me demandes des détails. La 3e, on est plutôt timide. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est un des éléments qui peut être similaire. C'est une question que j'ai rajoutée pour toi, que j'ai pas posée aux autres, parce que je trouvais ça intéressant. On a passé toute la journée ensemble. Ouais, donc c'était l'occasion de voir ce qui te restait. Donc, okay. Merci d'avoir joué le jeu. Ah, je t'en prie. Je suis ton chauffeur aujourd'hui, comme je l'ai dit. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu en sélectionnes 2, donc au hasard, comme tu le souhaites. Et dans ces 2-là, donc tu nous lis les 2, et puis tu choisis celle à laquelle tu as envie de répondre. Ok, donc tu veux que je te lise à haute voix les 2? Exactement. Qu'as-tu appris de plus utile venant de tes parents? Donc ça, c'est la première. Et la 2e, quel était ton dernier moment d'audace? Raconte-le-moi en détail. C'est quoi ces cartes que tu me choisis? C'est pas moi qui ai choisi. Tu les as présélectionnées. C'est vrai. Je vais partir sur ce que j'ai appris de plus utile de mes parents parce que c'est un peu par dépit, je sais pas trop dire. J'ai du mal à caractériser un moment d'audace. C'est pas quelque chose que je sais définir facilement. Je dirais qu'il y a quelque chose autour de la posture et de l'aide aux autres. J'ai appris qu'on ne peut avoir des bonnes et des belles relations qu'en étant authentique. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de réseaux, énormément de personnes, mais par contre, c'est hyper important ce côté tribu et entraide de sa tribu. Super. C'est un bel apprentissage en tout cas. Ouais, je trouve aussi. On dit jamais 203. Et donc, pour ce dernier tour, ce que je te propose, c'est que tu en sélectionnes 3. Sauf que ces 3-là, tu vas me les donner. Et c'est moi qui vais choisir. Ok. Pourquoi t'en tirerais pas 3 directement, toi, dans ces cas-là?
Bah, je me dis que tu peux faire le travail. Ah oui, on a ça en commun aussi, le C'est côté ça. feignant. Travailleur mais feignant. Travailleur et feignant, c'est ça. Alors, la première, c'est si tu devais te réincarner dans un animal, lequel serait-ce? Et pourquoi? Bon, en tout cas, ça te fait rigoler. La deuxième, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce et comment l'utiliserais-tu? Et la dernière, c'est si tu devais aller vivre 1 an sur une île déserte, où il y a à manger et à boire, quelles seraient les 5 choses que tu prendrais avec toi et pourquoi? Est-ce que dans ces 3-là, il y en a une que tu voudrais éliminer? Je répondrai pas à ça parce que je vais me faire piéger. Non, je m'en fous. Non, tu t'en fous, ça? Ouais, je m'en fous. Je vais me faire piéger. Ah bah tiens, c'est celle-là que tu vas avoir. Je suis pas comme ça, voyons. On sait jamais, j'apprends à te connaître encore. Ouais, je comprends. Allez, si tu devais te réincarner dans un animal, lequel serait-ce et C'est- pourquoi? C'est celle-là que j'aurais éliminé, tu vois. Bah comme quoi, Ouais. tu vois. J'aurais dit pour la vanne une licorne. Ok. Mais en fait, je vais rester dessus quand même. Et j'hésite avec le gibbon. Gibbon qui correspond à quoi? Le gibbon parce que c'est un animal très gracieux dans son déplacement. Mais du coup, ça correspond à quoi un gibbon? Tu vois pas ce que c'est? Non. Ah pardon, c'est les singes qui ont des très 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 longs bras. Ah, donc c'est un singe, ouais. Ouais. Ok. Et c'est vraiment des singes qui se balancent de branche en branche, qui font des sauts incroyables. Et à chaque fois que je vais au zoo, je prie pour réussir à les voir se déplacer parce que je trouve ça tellement beau, le côté gracieux. Mais je vais rester sur la licorne. Bon, déjà parce que côté culture pop, il y a toujours plein de trucs autour des licornes. Effectivement. Donc, voilà, il y a le côté un petit peu princesse et en même temps un peu magique et très trollé. Donc j'aime bien cette idée-là. J'ai beaucoup pratiqué l'équitation et je trouve que le cheval est un animal majestueux et puissant. Encore une fois, très élégant, qui peut porter les autres et aider les autres, avec qui on fait des choses ensemble. Tu vois, c'est pas, tu peux le diriger, le forcer, mais il y a vraiment une notion de collaboration. La licorne aussi, parce que c'est un animal mystérieux et unique. Il n'existe pas de vraie licorne. Donc, il y a ce côté un petit peu qui sort du lot. Donc, il y a peut-être ce côté qui est spectaculaire, qui sort du lot, ou qui fait rêver, inspirer. Donc, ouais, voilà, ce serait ça. Bah super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, s'il y a des personnes qui veulent continuer la papote avec toi, comment est-ce que ces personnes peuvent te contacter? Le mieux, c'est LinkedIn. Mathieu Mancel sur LinkedIn. Et puis voilà, vous pouvez vous connecter, vous m'envoyez un petit message privé. Effectivement, j'adore échanger. On fera un petit peu d'écrit. Les vocaux, c'est pas trop mon truc, mais après, on pourra peut-être se faire une petite visio, quoi. Bah super, merci beaucoup pour ce moment et pour ton partage. Bah, merci beaucoup à toi, c'était vraiment une expérience hyper sympa. Bah top. Puis à la prochaine. À bientôt, en marchant. En marchant, effectivement. Salut. Ciao.